Bonsoir, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre à ce JDS, journal du dimanche soir. 2 heures de décryptage de l'analyse de l'actualité dans sa forme aussi diverse que variée. Et nous aurons donc ces sujets. Gabon, Ali Bongo mis à la retraite par des militaires qui ont à leur tête Brice Oligui Nguema, chef de la garde présidentielle du président déchu. Il devrait d'ailleurs prêter serment demain en tant que président de la transition gabonaise. Nous analyserons ce qui est en train de s'y passer. Dans un premier plateau, nous regardons aussi l'actualité nigérienne avec ses dernières évolutions. Et puis le Premier ministre burkinabé qui a entamé une série de visites d'unités industrielles locales. Maître Apollinaire Kilem de Tambela a visité l'usine Anatrans Cajou africain implantée dans la ville de Sia. Il était aussi à Banfoura, notamment à la SN Sissoko, puis à la Minofa. Nous y reviendrons. Et enfin, sport, début du championnat national de Ligue 1. Vous aurez le résumé du match d'ouverture de la saison, c'était Asfa Royal FC. Nous questionnerons aussi le financement des clubs de première division, justement avec quelqu'un qui a écrit là-dessus. Il s'agit de Prosper Kaboré. Il est docteur en sciences économiques et de gestion, spécialité économie du sport. C'est donc l'essentiel pour ce qui est du déroulé de ce JDS, journal du dimanche au soir. La première des rubriques, c'est celle politique. Nous le disions en titre, coup d'État au Gabon. Depuis mercredi, les militaires ont décidé de couper court à des élections qui étaient dans la phase de la proclamation des résultats. Le général Brice Oligui Nguema, chef de la garde républicaine du président déchu Ali Bongo Ondimba, prêtera serment normalement demain en tant que président de la transition, demain lundi 4 septembre, devant la Cour constitutionnelle. Cela mettra fin à une dynastie, Bongo, père et fils, une dynastie qui était au pouvoir au Gabon depuis plus de 50 ans, 55 ans pour être précis. Écoutez-moi bien, moi... Né Alain Bernard Bongo le 9 février 1959 à Brazzaville, il prend le nom d'Ali Ben Bongo lorsque son père convertit la famille à l'islam en 1973. Après ses études en France, Ali Bongo revient au Gabon et travaille dans le cabinet de son père entre 1987 et 1989. Son entrée dans la politique est une décision de son père. Dans la même année, il devient ministre des Affaires étrangères, un portefeuille qu'il a occupé pendant 2 ans, puis ministre de la Défense de 1999 à 2009. Membre et vice-président du Parti démocratique gabonais PDG, Ali Bongo est élu député en 1990, en 2001 et 2006. À la mort de son père, Omar Bongo, en juin 2009, Ali Bongo est désigné candidat par le parti au pouvoir pour l'élection présidentielle du 30 août 2009. Une élection qu'il remporte avec 41,7% des voix. À la suite de l'annonce des résultats, des émeutes ont éclaté et sont violemment réprimées, faisant au moins 15 morts. Il est réélu dans les mêmes circonstances en 2016, à l'issue d'un scrutin inhabituellement serré par le pays, conduisant à une crise politique. Sa présidence est marquée par une instabilité ministérielle ainsi que par un grave accident vasculaire cérébral en 2018, à la suite duquel il manque d'être renversé par une tentative de coup d'État. Relativement effacé lors de son premier mandat, il a changé progressivement sa pratique du pouvoir en intervenant davantage sur le devant de la scène politique. Le 9 juillet 2023, Ali Bongo annonce sa candidature à un 3e mandat présidentiel. Bien que souffrant toujours des séquelles de son AVC de 2018, le président sortant est parvenu à tenir de rassemblements à un rythme soutenu à quelques mois de l'élection. Le 30 août 2023, Ali Bongo est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle par le Centre gabonais des élections avec 64,27% des voix. Le même jour, des militaires organisent un coup d'État et proclament l'annulation des élections. Un coup d'État qui marque la fin de la dynastie Bongo à la tête du Gabon depuis 1967. Âgé de 64 ans, Ali Bongo est père de 4 enfants. Il a dirigé le Gabon pendant 13 ans, 10 mois et 14 jours. Je vous le dis, les yeux dans les yeux,
le Gabon demeurera un exemple de paix pour l'Afrique et pour le monde. Retour donc sur ce plateau, on le promettait déjà en titre et on a donc posé le sujet avec ce reportage qui revenait un peu sur cette dynastie-là, dynastie Bongo, plus de 55 ans de règne allant du père au fils. Et aujourd'hui, il y a ce virage qui a été pris depuis mercredi. Il y a donc l'ancien chef de la garde présidentielle qui a décidé de mettre fin à des résultats qui étaient en train d'être diffusés et questionner justement sur le pourquoi de ce coup d'État. Il répondra. Il y a la maladie du chef de l'État Ali Bongo qui a été victime d'un AVC en octobre 2018 qui l'a laissé affaibli. Tout le monde en parle mais personne ne prend ses responsabilités. Il n'avait pas le droit de faire un troisième mandat. La constitution a été bafouée. Le mot d'élection lui-même n'était pas bon. Donc l'armée a décidé de tourner la page, de prendre ses responsabilités. On va aborder cette actualité gabonaise et d'autres actualités avec des invités, nous le promettions. Je m'en vais donc vous les présenter. Je commence par le premier à ma droite, Mélégué Traoré, ancien diplomate, ancien président de l'Assemblée nationale du Burkina. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous sommes aussi, et je commence par les aînés que nous avons ici. On a Ismaël Diallo, diplomate à la retraite. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Non, c'est diplomate, hein, c'est pas la retraite. D'accord. Merci pour la correction. Il n'y a pas de retraite. Non. D'accord. Mais pour vous, j'avais dit ancien diplomate, donc je corrige aussi. Diplomate. Voilà. Correction bien faite. Et nous sommes aussi avec Adama Amadé Sigiré. Il est écrivain, coordonnateur du RISA, Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Et nous terminons par Dr Olo Pépin-Yeh. Il est sociopolitologue, enseignant-chercheur au CNRST. Bonsoir, docteur. Bonsoir. On a donc posé le sujet avec ce petit reportage qui a été proposé. L'actualité, on la connaît quand même depuis mercredi. Et je rappelais tout à l'heure à l'entame les raisons qui ont été évoquées, notamment par Nguema, qui normalement devrait être le président de la transition après son serment de demain. Cette actualité, qu'est-ce que cela vous inspire depuis mercredi? Parce que là, on est en pleine élection. On attend des résultats qui commençaient déjà même à être contestés avant qu'on les ait. Et puis, il y a tellement d'éléments qu'on se pose la question de la démocratie, la question de ceux qui nous dirigent, et il y a des militaires qui entrent dans la danse, comme dans ces autres pays. Quelle lecture première comme ça vous faites de la situation gabonaise aujourd'hui? Je vais commencer par Mélégué Traoré. Écoutez, la veille, j'étais en relation avec un Gabonais qui est ici, qui est très actif d'ailleurs. Et quand il a fini de me décrire la situation, je lui ai dit qu'il y aurait un coup d'État. À mon avis, c'était difficile que ce soit autrement. Parce qu'une bonne partie des urnes se trouvaient à la présidence. Ils ont carrément vidé les urnes et remplacé les bulletins. Et puis, le président avait fait supprimer dans 30 ou 40 pays à l'extérieur les bureaux de vote là où il n'était pas sûr de gagner. Donc, il a purement et simplement... Pour la diaspora, il a purement et simplement. Et à Paris, où ils ont fait le décompte, j'ai eu quelqu'un qui a été au dépouillement. Visuellement, il n'a pas gagné, mais il n'avait que 64 voix à Paris. Et quand on a donné les résultats, évidemment, il n'y avait pas match entre lui et l'opposition. Et j'ai discuté avec quelqu'un qui était au dépouillement. Donc j'ai dit à celui qui me rendait visite, j'ai dit ça va être difficile qu'il n'y ait pas un coup d'État parce que le régime a trop duré. C'est pas seulement le fait que le régime a duré, il y a le modèle de fonctionnement. Le modèle de fonctionnement, vous savez qu'on a découvert ces jours-ci que pour la campagne, ils avaient utilisé 22 véhicules 4x4 rien que pour la campagne, sans compter les lingots d'or qu'on a retrouvés ces jours-ci, mais en pagaille, avec une grosse cantine, la photo circule actuellement, avec des milliards de francs CFA. Alors, comme beaucoup de choses ont été orchestrées par l'aide des camps de la première dame, c'est-à-dire même pas le cercle direct, mais par l'aide des camps, c'est lui qui coordonnait tout ça, etc. À mon avis,
c'était difficile que ça se passe autrement. Évidemment, on peut prédire tous les événements qui se sont déjà déroulés, mais quand même là, c'était prévisible. Et moi, j'ai beaucoup de rapports lu, Ismaël le sait, avec la classe politique gabonaise, mais je ne vois pas bien comment ça aurait pu se passer. Parce que si vous prenez l'Assemblée nationale elle-même, la manière dont les changements ont été faits, parce que le dernier président, qui vient d'être démis aussi, c'était le secrétaire général du PDG du parti gabonais. Donc, je crois que ça ne pouvait pas se passer autrement. Sincèrement, je ne crois pas. C'est le premier tour de table, et toujours la première impression sur cette actualité gabonaise-là. Je me retourne donc vers vous, Ismaël Diallo. Ça peut paraître facile maintenant de dire c'était prévisible, mais en réalité, il fallait s'y attendre, parce que lorsque un régime dure au-delà du bon sens, et surtout lorsque la gouvernance n'est pas vertueuse, on ne peut se perpétuer que par la tricherie et la force. Et ça a une fin. Mais comment se fait-il que les dirigeants n'apprennent pas? C'est très curieux. Et dire que tout l'entourage est de mèche, ce n'est pas toujours vrai. Il y a certaines personnes dans le cercle du pouvoir qui ont le courage, l'honnêteté de susurrer parfois que les méthodes et la voie ne sont pas bonnes. Mais bien entendu, ces personnes ne sont pas écoutées. Et ces personnes ont tout intérêt à ne pas faire savoir à l'extérieur qu'elles ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Donc, le monsieur Ali Bongo aurait dû, dès qu'il a eu son AVC, il aurait dû partir. Mais il a persisté. Il était même pitoyable, honteux de le voir dans certaines cérémonies. Et persistait à être là alors qu'il était très diminué. Sigiri, vous aussi? Oui, effectivement, d'abord, ce n'est pas facile de prendre la parole devant des papas. Donc, j'ai beaucoup de respect, de considération pour ces deux personnes ici présentes. Que dit par rapport à la situation au Gabon, une mascarade électorale qui se termine en queue de poisson, comme dans beaucoup d'autres pays. On ne pouvait que s'attendre à cette fin que je trouve malheureuse. Mais on va dire quoi? Ali Bongo n'a jamais été un démocrate. La démocratie, dans son sens vrai, n'a jamais existé au Gabon, même au temps de son père Omar Bongo. C'était pratiquement de la mascarade électorale qui se passait. On se faisait élire parce qu'on avait de l'argent. Le fils est venu, il a succédé au papa. Il a continué avec les mêmes pratiques, mais c'est que cette fois-ci c'était de trop, parce que d'abord il est malade, et ça se voit. Quand on le voit, il est physiquement diminué. Et on se demande dans quelles conditions, comment il peut encore continuer à gouverner le Gabon. Comme s'il était le seul fils du Gabon, comme s'il était le seul Gabonais. Mais quand même, c'est de trop. Et c'est peut-être aussi la maladie des démocrates sous nos cieux, qui n'arrivent jamais à se remettre en cause, qui ne comprennent jamais que toute chose a une fin, sauf le bon Dieu. Voilà, tout est éphémère sur la terre. Ali Bongo, ici, il a voulu vraiment forcer. Tout le monde voyait la chose. Les élections se sont déroulées dans un contexte catastrophique. Pour lui-même, il a eu effectivement à fermer les frontières, à chercher beaucoup d'observateurs internationaux qui devraient être sur le sol gabonais. Et tout naturellement, ça se termine par un coup d'État, comme M. Mélégué ici a dit. On voyait les choses venir et ça s'est terminé en queue de poisson. C'est vraiment regrettable. Mais peut-être aussi qu'on apprendrait de cette histoire-là. C'est une autre période, c'est une nouvelle ère en Afrique où effectivement les gens ne sont pas prêts à supporter certaines pratiques que les gens supportaient de par le passé. Il appartient aux démocrates de tirer les leçons de tout ce qui arrive et de savoir que désormais la donne va se jouer autrement en Afrique parce que les gens ne vont pas accepter certaines choses. Ok, on termine avec Dr Le Pépin, lecture, on va dire globale comme ça sur le tournant de mercredi. Bon, moi, ça ne m'a pas surpris. Voilà, ça ne m'a pas surpris parce que telles que les élections sont déroulées, et là, il faut dire que tout peut arriver. Et moi, avant ce coup d'État,
j'ai perçu un double coup d'État avant le coup d'État militaire. Double? Donc on en est au premier, vous pensez? Non, je veux dire qu'on est au troisième coup d'État. Ok. Le premier Détaillez coup d'État, peut-être, voilà. Le premier coup d'État, c'est d'être allé aux élections au forceps pour briguer un troisième mandat. Et ça, c'est un coup d'État, c'est un coup de force. Le deuxième coup d'État, c'est celui électoral. C'est purement et simplement un coup d'État électoral. On organise les élections et après, regardez le dispositif qui a été mis en place. C'est exactement quand les militaires viennent au pouvoir par coup d'État, on ferme les frontières et puis... On coupe Internet. On coupe Internet. C'est le mode opératoire. Peut-être c'est peut-être la fanfare militaire qui a manqué. Et on interdit les observateurs même de venir observer. Mais c'est carrément un coup d'État qui a été orchestré. Voilà. Donc le pouvoir Bongo a orchestré 2 coups d'État. Et le coup d'État militaire n'a été qu'une riposte à ce double coup d'État. C'est-à-dire que ce pouvoir Bongo-là a opéré pour se maintenir au pouvoir. Et seulement, le coup d'État militaire a été beaucoup plus spectaculaire, comme tous les coups d'État d'ailleurs. Les coups d'État constitutionnels se font souvent sans bruit. Mais les militaires, voilà, on voit les triers, on voit les blindés qui circulent, voilà, toute une parade. Ça fait de l'événement, voilà, et ça fait du spectacle. Donc, il faut déplorer ce qui arrive. Mais je pense que c'est l'aboutissement d'un processus normal, comme je l'ai dit. Voilà, parce qu'à vouloir perpétuer un système dynastique, il faut prévoir qu'à un certain moment, ce système va prendre fin et de façon brutale. Voilà. Donc, pour moi, ça ne pouvait qu'arriver, et même de cette manière. Parce que tant que le pouvoir Bongo allait être candidat, il allait toujours gagner les élections. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la famille Bongo n'a jamais gagné les élections au Gabon. Ça, il faut le dire. C'est regrettable ce qui se passe. Mais je pense que lorsque les Gabonais même étaient dans la rue, on a compris que ce coup d'État était quelque part une nécessité historique pour le Gabon. Et justement, moi je vais revenir vers Mélégué. Vous étiez en train d'acquiescer lorsqu'il déroulait un peu sa vision sur les différents coups d'État. Mais justement, on se pose la question, que valent nos institutions? On est toujours dans le champ de la démocratie. On dit c'est le peuple qui en fait décide. Mais j'étais quand même en train de dire que Bongo, il avait 64,27% des voix. Et c'est le centre gabonais des élections qui le disait. Vous savez, les institutions en Afrique, c'est très formel tout ça. C'est-à-dire, il y a le décorum du pouvoir. C'est ce qu'on voit. Mais dans la majorité des cas, il n'y a pas d'État en Afrique. Il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État. Il y a l'État au sens juridique du terme, un territoire, une population, un système de gouvernement. Si ce n'est que ça. Mais la manière dont ça fonctionne, dans la majorité des cas, il n'y a pas vraiment l'État. Parce que même la structuration institutionnelle, elle est dévoyée. Vous avez un pouvoir qui ne fonctionne que par la volonté d'une personne et de sa famille. Vous avez, tout à l'heure j'ai parlé de 20 véhicules, ça me revient à la tête, c'est 200 véhicules qu'il y avait pour la campagne. C'était pas 20, mais 200 véhicules. Et vous avez un système, et dans leur cas, où les responsables étaient connus à l'avance pour chaque poste. Alors, celui qui vient de prendre le pouvoir, il était à l'extérieur, il est revenu en 2016. Et je suis resté en contact avec la classe politique là-bas pendant longtemps. Moi, je n'avais pas de rapport particulier avec Bongo Ondimba. Son papa, oui, je le connaissais bien. Mais lui-même, je l'ai connu parce qu'il était député. Il était député. Quand Guindouba Ndama était le président de l'Assemblée, il venait ici, moi je partais là-bas. Mais c'était pas... Je ne vais pas le diminuer. Il n'était pas moins méritant que les autres à l'époque, mais ce n'était pas quelqu'un de spécialement brillant. Mais il était bien né. Il était bien né. Bien né. Et je crois qu'Ismaël connaît ça plus que moi. Vous savez qu'il y avait beaucoup de questions pour savoir si les Gabonais ou pas. Vous savez qu'on a beaucoup dit qu'en fait, si vous vous souvenez de l'histoire du Biafra, les enfants dans le CIA, tous ceux parmi nous qui sont un peu âgés, de 67 à 70, la guerre du Biafra a produit beaucoup d'orphelins, énormément d'orphelins, et nombre de responsables africains sont allés prendre des enfants là-bas et qu'ils ont transformés en leurs fils. Voilà. Okay. Les bruits qui couvrent au Gabon, ça depuis très longtemps, c'est qu'il est Biafrais.
On peut discuter de ça, mais c'est pour dire que dans la vision collective au Gabon, c'est qu'en réalité, il n'est pas gabonais. Or, dans la classe politique gabonaise, il y a plein de gens comme ça. Le pouvoir lui-même n'était pas exercé par des Gabonais. Même l'aspect organique, là, beaucoup, ce n'étaient pas des Gabonais, des Français, des Chinois. En fait, tout le monde venait et puisait quelque chose et puis il repartait. Et comme ils n'ont pas de compte à rendre, ça s'est passé comme ça. Alors moi, je suis d'accord vraiment avec l'analyse qui est faite là, que ça doit donner une leçon à tout le monde. L'État, pour qu'il existe, il y a quand même les conditions minimales. Alors, si l'État n'existe pas, il n'y a pas de garantie pour la démocratie. Alors, dans le cas d'espèce, l'État était devenu douteux. C'est devenu un État fictif, mais qui fonctionnait quand même. Parce que regardez tout ce qui se passe actuellement, et on va attendre pour voir ce que les Français vont dire. Ça c'est clair que ça sera aussi l'autre partie du débat. Oui. Parce que là, je disais à un moment donné qu'il y a la démocratie aussi qui est interrogée. Quand on regarde avec ce qui est en train de se passer au Gabon, vous le dites à des mots, c'est comme on dit un roi télé, il est là, et il habille les choses. C'est ce qu'on appelle. C'est pire que ça. Mais c'est comme s'il n'y a pas. Vous avez été président de l'Assemblée nationale. On parle d'institutions, on parle d'éléments. La démocratie, c'est aussi ces éléments-là. On a l'impression que tout est au service d'une seule personne. Moi, je vais vous dire quelque chose. Lui, il était à la présidence avec Blaise Compaoré. On peut reprocher tout ce qu'on veut à Blaise, mais ministre pendant 5 ans, je n'ai jamais vu Blaise un jour me donner d'instructions pour nommer quelqu'un comme directeur. Parce que la caractéristique, c'était qu'il ne se mêle pas de la gestion. Une fois que tu es nommé, à l'Assemblée c'est pareil, ils ne m'ont jamais dit mais quelqu'un, là, sauf une seule personne que je ne vais pas vous citer, qui m'a amené à prendre comme vice-président. En dehors de ça, au Gabon, il n'y avait rien de tout ça. Tout ce que moi j'ai vécu avec Guy Nzouban Dama, qui était président de l'Assemblée, c'est que tout était dicté à partir de la présidence. Il n'y a pas d'autonomie même du Parlement lui-même. Quand c'est comme ça, je répète, l'État, il n'y a pas l'État. Et c'est difficile parce que les Gabonais même vont avoir beaucoup de problèmes à remonter la pente. L'opération qu'ils ont lancée, là, vous savez qu'ils ont lancé une opération, c'est Manta ou Mamba, je ne sais même plus trop quoi, pour récupérer les sous. Tous ceux qui ont détourné, etc., etc. Mais je doute fort que vous trouviez au Gabon quelqu'un autour là, malgré ce qu'Ismaël a dit, je doute fort que vous trouviez quelqu'un qui n'a pas trempé les gens. C'est clair. Ismaël Diallo, tout à l'heure, on a Melgué Traoré qui disait vous maîtrisez peut-être un peu plus Ali Bongo que lui. Non, je parlais vous avez des éléments. Comme lui était à la présidence. D'accord, donc on comprend. Et donc je vais revenir donc sur la question toujours de nos institutions, parce qu'au fond aussi, il y a le principe de le coup d'État, c'est pas la solution. Mais quelquefois, on est dans des situations de verrouillage telles que, et quand on regarde même des Gabonais qui applaudissent ce qui est en train de se passer, c'est à croire qu'ils se disaient que si c'est pas ça, c'était ad vitam aeternam. Et peut-être même le fils qu'on est en train de préparer qui viendrait. Ça devient difficile de dire que le coup d'État, bon, quelquefois, ils ne sont pas salvateurs. Dans beaucoup de pays qui se disent démocratiques, tout tourne autour du chef de l'État. Vraiment. Dans nos pays, encore plus, étant des pays anciennement colonisés par la France. Le président français est un roi. Ce n'est pas vraiment un président, c'est un roi. L'actuel président français est plus un roi qu'un président d'une république. Et nous avons suivi le même schéma, de sorte que la plupart des institutions tournent autour de ce soleil-là. Et il est difficile donc de s'en émanciper. Il faudrait pour cela créer davantage de citoyens. Il faudrait que les pouvoirs, les institutions elles-mêmes apprennent à s'émanciper de ce noyau-là qui contrôle tout. Et ça demande des générations. Ça ne se fait pas en quelques années. Et puis, bon, on verra bien où ça va. Mais il est illusoire de croire que il est facile d'abord de dire oui, tout tourne autour du président. Ouais, c'est un fait.
Mais il est facile aussi de dire il faut changer, on peut changer demain matin. On ne changera pas demain matin. Ce n'est pas vrai. Et ça va prendre beaucoup de temps. D'accord. Parce que c'est une question de mentalité et d'institution. Sur le fond, parce que pour beaucoup, est-ce qu'il y aura rupture? Parce que dans tous les cas, les Gabonais, ce qu'ils attendent, c'est que ça ne fonctionne pas comme avant. Ça, c'est une réalité. Mais on a entendu l'opposant gabonais, Albert Ondo Ossa, qui a affirmé que, c'était dans une interview où il dit que la prise de pouvoir des militaires dans son pays était une révolution de palais qui maintient en place le système Bongo. Vous y croyez? Bon, moi, à mon niveau, par rapport aux perspectives, moi, je ne peux rien présager pour l'instant parce que je ne le connaissais pas. C'est avec le coup d'État que je l'ai connu. Voilà, donc, on attend de voir maintenant quelle orientation il va donner à son coup d'État. Voilà, et donc, mais comme les aînés l'ont dit, on peut être dans les sérails d'un pouvoir et puis opérer une rupture. Voilà, c'est pas parce que moi j'étais avec tel pouvoir que je ne peux pas avoir le bon sens de savoir ce qui est bien pour le peuple et d'avoir une capacité de discernement pour savoir que tel que le pays est géré n'est pas en faveur du peuple. Donc moi je trouve que il ne faudra pas ici faire de confusion. On peut être d'un système mais aussi combattre le système. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais maintenant, le problème que cela pose, vous avez parlé ici de la crédibilité de nos institutions. Ce n'est même pas la démocratie ce qui se passe. Voilà, puisque l'aîné Maurice Traoré disait que pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait un État. Voilà. Mais aujourd'hui, est-ce que nous avons des États? Et encore, avec le néolibéralisme qui a affaibli même encore l'État, au moment où nous sommes des jeunes États qui devraient normalement travailler à la consolidation de ces États, c'est en ce moment qu'un système néolibéral vient ici confiner l'État à sa seule fonction régalienne et laisser des secteurs entiers entre les mains donc, du libre marché. Bon, là, c'est dangereux. Maintenant, le problème qui se pose, ce n'est pas la démocratie. Moi, j'appelle ça, et pour emprunter une expression de Michel Higueux, c'est un mirage démocratique. C'est de ça qu'il s'agit. Et toute la difficulté aujourd'hui se pose au niveau de l'élite dirigeante. On constate de part et d'autre un manque de sincérité dans l'engagement démocratique au niveau des élites dirigeantes. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on assiste à une sorte je pourrais dire de fabrication de fausses légitimités politiques à partir donc du bricolage et donc du tripatouillage électoral. C'est de ça qu'il s'agit. C'est des fausses légitimités qu'on fabrique comme ce qui se passait au Gabon. Et du coup, ça se réagit sur le fonctionnement des institutions. Tout de suite, le dysfonctionnement se crée et maintenant les gens se retrouvent dans la rue de coup d'État. C'est ça aujourd'hui la réalité. Donc, non seulement il y a le fait que ce n'est pas de démocratie, mais l'engagement de l'élite aussi, ça, dans la promotion de cette démocratie aussi pose problème parce qu'il n'y a pas de sincérité dans l'engagement de cette élite. Mais justement, comment est-ce qu'on se sort de ce cercle, on va dire, vicieux? Parce que quand on regarde, à la fin, il faut passer par quoi? Il faut avoir un chef de l'État, il faut quelqu'un en qui on fait confiance pour déployer ce qu'il a prêché aux autres. Et ça se fait avec des élections, ça se fait avec des rendez-vous de ce genre. Maintenant, on se dit aujourd'hui, c'est pas ce qui solutionne les choses parce que, au contraire, c'est même là où on a les germes. Les gens refusent d'aller participer à ces élections-là, donc c'est une minorité qui décide pour tout le reste, et après, c'est tout le monde qui vient affirmer que celui qui est là, il n'est pas bon et on le rejette. C'est un cercle vicieux. Comment est-ce qu'on en sort? Moi, je pense, avant de passer la parole aux jeunes... D'accord, allez-y. Effectivement. Allez-y, pardon. Ce qui s'est passé au Gabon, c'est vraiment regrettable, mais c'est aussi le mal de la démocratie. De toute façon, la démocratie, c'est un système de corruption. Depuis sa naissance, la démocratie arrive avec un système de corruption. Mais ici, en Afrique, c'est encore grave, parce que ici en Afrique, ça ressemble plutôt à de la plutocratie. Parce que quand vous voyez, le pouvoir tourne autour de ceux qui ont plus de moyens, de ceux qui ont plus d'argent. C'est une minorité qui vote pour élire juste quelques personnes qui utilisent l'appareil d'État. Et voilà pourquoi, effectivement, Mélégué dit qu'il n'a pas d'État. Parce que l'État n'existe pas. Parce que l'État se résume à quelques individus qui l'utilisent comme bon leur semble, quelques individus qui font ce qu'ils veulent. C'est pour cela que moi, j'ai toujours dit que les Africains devraient avoir le courage, vu ce qui se passe, de réfléchir sur les modèles de gouvernance. Jusqu'à présent, tout notre problème est que nous avons passé notre temps à changer, à imiter, à vouloir faire comme les autres. La démocratie qu'on nous a vendue ne répond pas à notre contexte sociologique, à notre contexte existentialiste. Nos royaumes ne fonctionnaient pas comme ça.
Notre société ne fonctionne pas sur ces principes-là. On essaie d'appliquer quelque chose qui ne marche pas. Et malgré que ça ne marche pas, on tente toujours de faire. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de se donner du courage et de réfléchir sur un modèle de gouvernance qui nous convient? Parce que ce système-là, il a montré ses limites. Ce n'est pas seulement au Gabon. On a vu ici au Mali ce qui s'est passé. On a vu ici au Burkina Faso. On a vu au Niger où Bajoum a été élu, les gens ont applaudi. Moins de 2 années après, c'est arrivé. Aujourd'hui, sur le Gabon, demain, c'est quel pays? On ne sait pas. Donc, il faudrait que les Africains sachent que ce modèle-là a beaucoup de lacunes. Surtout la démocratie dans sa forme représentative. Puisque ce que nous pratiquons ici, c'est la forme représentative de la démocratie. Il y a plusieurs formes. On peut aller vers d'autres formes qui n'est pas la forme représentative. Il y a la forme peut-être participative qu'on pourrait adopter, qu'on pourrait essayer. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui qu'on ait le courage de se questionner. Parce que tout le mal ici, de nous les Africains, c'est ce courage de se questionner. Et quand vous vous questionnez, moi j'ai écrit un livre où j'ai intitulé le terrorisme ou l'échec de la démocratie française en Afrique. Quand vous vous questionnez, les gens souvent se plaignent. Les gens souvent se mettent en colère et disent pourquoi vous questionnez la démocratie. C'est comme si ce système qu'on nous a vendu là, il est authentique, il est bien, il est parfait, il ne faut même pas vouloir le remettre en cause. Donc moi j'estime que l'histoire dans son évolution hégélienne, comme moi je l'appelle, remet en cause cette démocratie. Il est temps vraiment que les Africains prennent le courage à 2 bras pour interroger vraiment ce système-là. Est-ce que réellement il peut être le socle d'un développement endogène, d'un développement durable? Franchement, je ne crois pas. Mais vous vouliez réagir tout à l'heure. Oui, peut-être qu'il faut revenir à quelque chose que Ismaël a dit. Il ne faut pas s'attendre à ce que du jour au lendemain on change. Ça va prendre du temps. Il faut se mettre dans la perspective de changements vraiment structurels à la base, qui ne peuvent venir que. Il n'y aura pas une rupture tout d'un coup, je ne crois pas. Il n'y aura pas un jour où on va dire ça c'est le modèle, on va appliquer un nouveau modèle. C'est une dynamique, c'est comme tous les processus politiques, c'est une dynamique. Et c'est cette dynamique qu'il faut arriver à impulser, il faut la faire surgir. Et probablement, quoi qu'en pensent les grands démocrates, ça viendra de l'élite. C'est-à-dire que si l'élite, un peu ce qu'il dit là, si l'élite ne remet pas en cause les schémas, parce que l'élite c'est la seule qui connaît aussi le système. C'est pas les paysans, c'est pas les commerçants de Calgonné, c'est pas eux. C'est l'élite qui connaît comment le système fonctionne, parce que l'élite elle-même est le produit du système. Et c'est là que peut venir vraiment les changements. Sinon moi franchement, tout ce qu'on fait là, si ça pouvait sauver nos pays, il y a longtemps qu'on est développé. Si les coups d'État pouvaient solutionner les problèmes au Burkina, il y a longtemps qu'on était développé. Moi, je me rappelle le 3 janvier, nous, on était jeunes, mais à l'époque, c'est pas les militaires qui ont pris le pouvoir. Je me rappelle très bien. C'est la population qui est sortie. C'était devenu impensable ce qui se passait. Et c'est les gens qui criaient l'armée au pouvoir. Ouais. Il y a eu d'autres coups d'État, et vous connaissez, tous les politologues qui sont là, on distingue toujours les coups d'État de l'ordre et les coups d'État d'ordre corporatiste. Mais clairement, en 1966, ce n'était pas le type corporatiste, c'était vraiment... On avait atteint le stade suprême. Et Jacques Faucard rappelle que, et il sait de quoi il parle, parce que lui, il était derrière tout ça. Il rappelle que, et Boris Yamego même l'a dit, à la peine si la misère ne pleurait pas en prenant le pouvoir, parce qu'il n'avait pas voulu. Mais le nombre de coups d'État qu'on a connus, si ça pouvait changer quelque chose, ça aurait changé. Les élections qu'on a eues, pour revenir à ce que lui dit, si ça pouvait changer quelque chose, on aurait déjà changé. Donc il faut penser à autre chose. Et ça viendra de la qualité même de l'élite. Moi, j'ai l'habitude, comme je voyage beaucoup, de dire partout, et on me le reproche, de dire que le Burkina Faso a l'une des meilleures élites du continent. Ça, je peux vous dire ça. Aussi bien les pays anglophones, francophones, lusophones, que je connais bien. Il y a très peu de pays qui ont notre élite. Malheureusement, elle n'est pas exploitée. On ne l'utilise pas. Je veux dire que... l'apport qualitatif des élites burkinabées n'est pas à la hauteur de ce qu'on devrait en attendre, parce qu'on ne la sollicite pas non plus. On ne les sollicite pas non plus. Et tous les régimes, c'est comme ça. Et c'est dommage, parce qu'on pourrait certainement changer quelque chose. À mon avis, progressivement, de toute façon, il faudra le faire. On ne pourra pas continuer comme ça.
C'est une réalité. Tout à l'heure, je parlais aussi de la question de rupture. Vous disiez, bon, on ne peut pas aujourd'hui se projeter et se dire que, bon, celui qui est là, il fera la rupture. Je parle du Gabon, ou il ira dans ce sens ou dans celui-là. Tout à l'heure aussi, je reviens vers vous, Mélégué Traoré, vous disiez, il y a un élément qui a été lancé, une vaste campagne, mais lui-même était cité, il y a 2 ans, sur des achats d'appartements aux États-Unis. Qui celui qui vient de prendre Nguema. Mais c'est pourquoi je vous ai dit que ça devient pour la compliqué. classe politique Plus de 447 000 vous ne trouverez pas quelqu'un. Pour ce que je connais, hein, et je connais un peu bien le Gabon, vous ne trouverez pas quelqu'un parmi eux qui n'est pas trempé. En revanche, il faut revenir sur ce que mon frère esclave, les sous-ethnies du pays, je parle des Dagari bien sûr, ce qu'il a dit, à savoir que on peut être du système à un moment donné, rompre avec la logique du système. Ça, c'est possible en revanche. Sinon, eux tous, ils ont des appartements. Vous ne trouverez aucun grand responsable au Gabon qui n'a pas de maison à l'extérieur. Presque tous ont des appartements à Paris. Et dans les États voisins, souvenez-vous de l'histoire de mon ami Nzouba qui, il y a quelques mois, est parti à Brazzaville. Comme de rien du tout. Il va remplir les cantines d'argent. Et il s'imagine qu'il peut traverser la frontière avec. Même intelligemment, il aurait dû au moins trouver des comptes un peu partout pour faire. Non, il a vraiment pris ça dans une camionnette. Et il a traversé. Évidemment, on l'a arrêté. Actuellement, on ne sait même pas ce qu'il est devenu. On dit qu'il est en résidence surveillée, l'autre dit qu'il est en prison. On lui a retiré ses téléphones. Alors que Guy Zouba, d'abord, comme il est modéré, tout le monde pensait que c'était des modèles. Mais eux tous, moi je peux vous jurer, certains ont des maisons à Ouaga. Eux tous. Pratiquement tout. Donc, peut-être qu'il ne faut pas attendre le grand soir avec une révolution spéciale, mais on trouvera probablement à un moment donné des gens dans l'élite pour apporter la différence. C'est ce qu'il faudra aussi espérer. Et il y a une partie qui n'a pas encore été abordée. Quand on regarde au fond, ces derniers coups d'État que nous avons, c'est des anciennes colonies françaises. Et souvent, très tôt, on dit, il y a un peu la France qui est liée. Ou bien on attend son mot pour savoir si derrière il n'y a pas son aval. Oui, il y a son aval. Même pour le cas du Gabon, on a vu un président qui a été remis. Donc, ça veut dire que toujours il y a cette ombre-là de la France qui est à côté. Je me tourne vers vous, Ismaël Diallo. Quand on regarde par exemple les réactions concernant notamment ce qui s'est passé au Gabon, c'est bien différent de ce qui s'est passé au Niger. Vous êtes des anciens diplomates. En la matière, qu'est-ce qui... Des diplomates. Désolé, je reprends encore. Voilà. Je reprends la phrase. Merci. Vous êtes des diplomates. Merci beaucoup. Vous êtes des diplomates. Merci pour la lucidité. Merci. Et donc, comment se font les réactions en ce type de cas-là? J'ai parlé du Niger, ça n'a pas été pareil qu'avec le Tchad. Aujourd'hui, c'est le Gabon. On a comme l'impression que ça ne dérange pas autant. Comment vous lisez cela, vous qui êtes diplomate? Ce qui m'étonne, c'est que nous étonnions que la France traite tous ces cas de la même manière. Chacun suit ses intérêts. Pourquoi voulons-nous que la France ait exactement la même conduite quand il s'agit du Niger ou du Gabon ou de l'Ukraine? Non. Alors, il faudrait que nous sortions de cette illusion que tout est mathématique. Ça n'existe pas. Ce sont des intérêts. Et excusez-moi, je voudrais commenter, pour ne pas oublier, sur la démocratie. Vous savez, la démocratie au départ était holistique. Elle a été corrompue au fur et à mesure. Et quand vous dites qu'en Afrique, il faut avoir de l'argent, allez aux États-Unis. Si vous n'êtes pas milliardaire, vous ne serez jamais élu. Même pas au poste de député. Je ne parle pas de sénateur, je ne parle pas de président. Alors, la démocratie est devenue l'instrument et l'otage de l'argent. Partout où elle existe. Donc, ce n'est pas seulement en Afrique. Et je suis un peu hérissé chaque fois que j'entends les Africains parler plus de mal de l'Afrique que des autres pays. Alors que ce n'est pas souvent mieux ailleurs que chez nous. Il ne faut pas qu'on s'oublie. Et je m'excuse, je voudrais revenir à ce que vous avez dit. Je voudrais
il faudrait qu'on s'entende une fois pour toutes. Dans vos propos introductifs, vous avez dit l'armée a pris ses responsabilités. Il faudrait que nous oublions cette définition. Il n'a jamais été dans la responsabilité de l'armée de prendre le pouvoir politique. Jamais. Jamais. Ce n'est pas ses responsabilités. Bon, c'était le propos d'Inguema lors d'une interview. Ah oui, non, mais c'est nos propos aussi. Souvent, nous disons ça. Et chaque militaire qui prend le pouvoir dit « nous avons pris nos responsabilités ». Ce ne sont pas vos responsabilités. Alors, donc, il faudrait que nous comprenions que la France ou n'importe quel autre pays ne doit pas, ne peut pas, ne va pas avoir le même comportement suivant les pays. Et je terminerai en disant, j'ai entendu des propos cet après-midi, des gens qui s'étonnaient que la France s'est impliquée extraordinairement en armes et en argent en Ukraine, et que chez nous, elle s'est impliquée plus en personnel militaire et pas autre chose. Mais c'est de notre faute si nous acceptons cela. C'est à nous de commencer par oublier que nous devons accepter tout ce que la France ou l'Occident ou un autre pays nous dicte. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de réagir quand nous restons des petits pays individuels. Si nous nous unissons, ou avant de nous unir, si nous établissions des plans et des programmes communs sur certaines questions, nous pouvons avoir une voix plus forte. Mais si nous continuons à traiter seul à seul avec ces grandes puissances, nous ne pouvons pas gagner. Il ne faut pas se faire d'illusions. Faudrait-il comprendre que pour le cas gabonais, comme vous parliez d'intérêt qui guide en tout cas les réactions pour la France, Bongo devenait moins accommodant. Comment ? Bongo devenait moins accommodant de par ses décisions et qu'aujourd'hui le coup ça ne dérange pas forcément la France comme vous parlez d'intérêt. Oui. D'accord. Là-dessus, qu'est-ce que vous pensez, docteur Lopé Payenne? Parce que derrière, chacun essaie de lire, quand il s'agit d'anciennes colonies françaises, quelle peut être la décision de Paris, son regard sur ce qui est en train de s'y passer, parce que longtemps, on y a vu son ombre. Chaque fois, on dit, il y a forcément un petit doigt quelque part, parce que les choses ne se passent pas dans nos États-là, sans qu'il, d'une façon ou d'une autre, il y ait en tout cas un geste posé ou quelque chose qui a été mené. Aujourd'hui, quand on regarde, la réaction n'est pas pareille. Vous, la lecture que vous faites, c'est laquelle? C'est l'intérêt? Et si Bongo, dans ses postures, ne devenait plus assez intéressant, comment vous lisez les choses? Ok. Bon, je dirais que c'est l'intérêt. Maintenant, avant de réagir à ça, je voulais peut-être passer un petit mot par rapport à la question de nos institutions. Si. Il y a une approche culturaliste, et je parle sous le contrôle des aînés, et qui trouve que les institutions qui nous étaient imposées de l'extérieur sont décalées par rapport à nos réalités anthropologiques. Et qu'il faut réinventer la démocratie. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y a une difficile réappropriation de ces institutions exogènes qui nous ont été imposées et dans un rapport de force dans lequel nous sommes. L'endogénéisation, ça dépendait aussi de nous. Oui, maintenant, il a souligné quelque chose. C'est-à-dire que ça dépend de la qualité de l'élite. Il faut une élite de qualité. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, une élite de qualité pour réinventer la démocratie. C'est toute la difficulté. Sinon, tout le monde dit non, cette démocratie, il faut qu'on revoie. Mais personne ne prend le risque. On n'a jamais pris le risque, ou du moins se donner la peine de s'asseoir pour dire bon, nous allons concevoir un autre modèle. C'est toute la difficulté. Voilà. Et maintenant, par rapport à l'instabilité constatée dans les ex-colonies françaises, on regarde en Afrique ici, et notamment c'est dans les pays francophones qu'il y a des coups d'État, des coups d'État militaires, l'instabilité politique et autres. Maintenant, quelle lecture on peut faire de cela? Et pour moi, c'est très simple. C'est le problème de la déconnexion avec l'ancien colonisateur. C'est de ça qu'il s'agit. Puisqu'il y a toujours la connexion. Et nous sommes dans une situation de dépendance politique. De sorte que l'ancien colonisateur a toujours ici des relais. C'est-à-dire s'ingère dans la façon de gérer donc, nos États. De sorte même, c'est-à-dire qu'avoir une approche élective au niveau de l'élite. Et donc, en fonction ici des intérêts du mouvement, comme je l'ai dit,
l'incohérence des positions françaises par rapport aux ruptures, voilà, et c'est une question d'intérêt. Donc, il suffit de voir que telle équipe ne sert pas les intérêts de l'ex-métropole, mais elle-même organise la déstabilisation. Et on a entendu parler du réseau FOCA, et on a vu Bob Denard, le mercenaire Bob Denard, voilà, s'ingérer dans la gestion de certains États et jusqu'à la déstabilisation. Et donc, du coup, et le fait même de s'ingérer pour faire même de la déstabilisation, et le coup d'État devient une technique de contrôle donc du pouvoir. Et même l'ex-métropole même arrive à fomenter ce coup d'État-là, qui est une technique pour contrôler et mettre, c'est-à-dire qu'à la tête des États, des hommes qui leur feront allégeance. Mais la conséquence, c'est que ça distille une culture même de l'instabilité, une culture de la subversion. C'est de ça qu'il s'agit. Par rapport à certains pays où on ne sent pas trop la présence de l'ex-colonisateur tels que les pays anglophones. Donc du fait que l'ingérence dans nos affaires ici, on distille une culture de la subversion. Et c'est ça qui fait que pour moi, dans les pays francophones, de façon générale, moindre crise, le réflexe ici, c'est de faire la subversion. J'appelle subversion, coup d'État, et voilà, et indirection, et ainsi de suite. Et ça déstabilise nos institutions. Donc ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'opérer la déconnexion. Voilà, d'opérer la déconnexion et de prendre en charge nous-mêmes nos propres contradictions internes pour trouver les voies et moyens de pouvoir les régler sans pour autant que cela n'entraîne ici la déstabilisation d'une manière ou d'une autre qui sert des intérêts exogènes. On va terminer avec Sidé. Sa réflexion. Non, je suis parfaitement d'accord. Mais monsieur Mélégué, je suis parfaitement d'accord avec ce que les aînés ont dit. Je suis d'accord avec ce que le docteur a dit. Vous savez, moi de nature, je n'applaudis pas un coup d'État. Parce que je suis jeune, mais les aînés sont là. Moi, j'aime lire l'histoire. L'histoire m'a montré que la France est capable de tout. La France a installé des gens en Afrique à travers des élections. Comme elle a installé aussi des gens, des présidents, à travers les coups d'État. Ouais. Donc, ce qui fait que moi, par exemple, quand il y a eu le coup d'État au Gabon, hier ou avant-hier, moi, des gens m'ont écrit, j'ai dit, moi, je n'applaudis pas un coup d'État. Moi, j'attends de voir ce que moi j'appelle la ligne politique. Celui qui a fait le coup d'État là, pourquoi il a fait le coup d'État? Il veut aller où? Quand Debouba a fait son coup d'État ici en janvier, moi, je n'ai pas applaudi. Même quand le capitaine Ibrahim Traoré a fait son coup d'État, je n'ai pas applaudi. Au Mali, c'est la même chose. Parce que l'expérience m'a montré que la France est capable de tout. C'est comme Dr Olo a dit, c'est la France qui déstabilise les pays francophones, selon ses intérêts. Et sa réaction varie d'un pays à un autre. Vous voyez comment la France mobilise aujourd'hui la CEDEAO pour faire la guerre au Niger. Vous voyez, on va en parler tout à l'heure d'ailleurs. Mais vous voyez comment la France, face au coup d'État du Gabon qui s'est passé avant-hier, jusqu'à présent, il n'y a plus de condamnation forte. Même la CEMAC, si je me rappelle bien, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Et même la CEDEAO n'a même pas fourni un bon communiqué, pour condamner ce qui se passe. Donc c'est pour dire que tout notre mal, c'est parce que nous sommes ballottés par ce pays appelé la France. Voilà pourquoi je dis que il est temps que nous ayons le courage de nous poser des questions et d'inventer un modèle par la réflexion, parce que nous sommes capables de réfléchir. Moi, ce qui me fait mal souvent, c'est un peu cette immaturité des Africains. Comme si nous sommes obligés d'imiter, comme si nous sommes obligés de changer. Et pour répondre à la question du diplomate Mélégué qui a parlé de la qualité de l'élite, je pourrais dire que c'est vrai, mais c'est une qualité peut-être plus ou moins individuelle. Sur le plan collectif, ça pose problème. Peut-être que les élites sont bien formées individuellement par la réflexion, mais sur le plan collectif, ça pose problème parce que les élites n'arrivent pas à se remettre en cause. Les élites n'arrivent pas à se surpasser, à dépasser leur ego et leur égoïsme pour réfléchir sur des questions fondamentales, sur des questions existentialistes qui concernent nos nations. Voilà tout notre mal. On passe le temps à changer, à copier, et c'est cela qui explique les coups d'État. Avant-hier, c'était au Gabon, et comme on se disait tout de suite, qu'est-ce qui prouve qu'un autre coup d'État encore n'est pas en téléchargement selon les circonstances? Je n'en sais pas. Je touche du bois. D'accord, on va refermer vous vouliez... Excusez-moi, mais quand même, sur un dernier point. D'accord, allez-y. Je pense que quand nous faisons cette analyse, on est tellement focalisé sur la France qu'on ne se rend pas compte que c'est pareil partout. C'est simplement plus subtil dans les pays anglophones. Londres n'intervient pas comme ça. Mais Londres a tellement formaté l'élite ghanéenne ou nigériane qu'ils n'ont même pas besoin. Ils n'ont même pas besoin d'aller très loin.
Quand vous travaillez avec les Nigérians, les élites, même les assemblées, là, quand vous travaillez avec eux, ça se sent. Quand le Parlement français essaie d'influencer directement les assemblées francophones, par exemple, aux Nations Unies, vous ne voyez rien de tout ça qui vient de Londres, mais en réalité, les décisions en dessous sont prises en concertation entre l'élite parlementaire britannique et l'élite parlementaire ghanéenne ou nigériane, etc. Le processus, c'est la forme qui change. Mais et ça pose la question de fond, c'est les Africains, qu'est-ce que nous sommes devenus, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous voulons. Et je répète, en grande partie, ça repose sur l'élite. D'accord, on aura compris. J'ai dit qu'on va refermer maintenant l'actualité gabonaise. On va revenir sur une autre actualité, c'est celle nigérienne. On parlait tout à l'heure de la France. On voit qu'il y avait des manifestations rien que samedi devant donc les positions de soldats français dans des camps où ils sont donc au Niger, à Niamey un peu plus, je pense un peu plus à l'ouest, au sud-ouest. Ils y étaient pour réclamer le départ des forces françaises. Ils étaient nombreux, on a tous vu ces images-là, on les partage d'ailleurs actuellement. C'est dans ce contexte aussi que cette semaine, il y a eu beaucoup d'éléments. On a vu aussi en Conseil des ministres chez nous la décision qui a été adoptée, la loi portant autorisation d'envoi d'un contingent militaire burkinabé en République du Niger, une décision qui, nous a-t-on dit, est en droite ligne des engagements stratégiques de notre pays, le Burkina Faso. Je vais me permettre des réactions assez rapides en un tour de table sur ce qui est en train de se passer. Est-ce que l'option militaire, quand on regarde, c'est quelque chose qui est en train de vraiment pointer à l'horizon? Le choix que le Burkina fait aujourd'hui d'envoyer un contingent, comment est-ce que vous le lisez? Et deuxièmement, il y a aussi, quoi qu'on dise, la façon. Il y en a qui l'ont posé devant leur représentation nationale, en tout cas qui n'a pas été l'émanation d'une décision prise entre le président et ses ministres. Ailleurs, ça fait quand même l'objet des débats. Ici, ça n'a pas forcément été le cas. Quelle appréciation vous faites à ces différents niveaux-là? Je vais commencer par vous, Ménéké Traoré. Je dirais un mot sur le Niger, parce que comme il y a un croisement entre les stratégies nationales, la CEDEAO, etc., personnellement, je n'ai jamais pensé que l'option militaire soit la bonne. Je comprends la CEDEAO. Et le Parlement nigérien, Parlement ghanéen, même quand ils ne sont pas d'accord, ils n'ont aucune prise sur une décision qui n'émane pas de leur gouvernement, qui émane de l'organisme régional. Et c'est pour cette raison que même quand les assemblées ne sont pas d'accord pour l'option militaire, elle peut très bien se réaliser sans qu'il y ait une contradiction avec le droit. Cela dit, il s'agit de s'interroger pour savoir, nous, notre pays, on va faire quoi là? Moi, je comprends. Je répète, quelqu'un d'autre qui aurait été à la place d'Ibrahim ou de celui qui est au Mali, ils auraient réagi pareil, par solidarité avec le voisin. Ça, je le comprends très bien. Mais sur le fond, on peut se poser des questions. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon d'aider le Niger plutôt que d'envoyer les forces militaires là-bas alors qu'ils n'arriveront pas à notre propre niveau à nous en sortir? Il y a toutes ces questions qui se posent. Mais en tout cas, là, c'est une question inédite. On n'a pas l'habitude de ça. Et notre pays n'est pas habitué à aller en guerre. On l'a été 2 fois. Croyez-moi, ceux qui sont un peu âgés étaient assez impliqués. Moi, je me rappelle que quand il y a eu la guerre en novembre 1974, moi, j'étais commissaire général des scouts. On avait mêlé tout le monde à ça. Tout le monde, sans tenir compte. Vous êtes politique à politique. On avait créé les comités de vigilance ici, à l'époque. Et je me rappelle qu'au niveau des scouts, même, on avait préparé les jeunes pour aller au front. Nous n'avons jamais été en position, on a toujours, en dehors des 2 guerres qu'on a eues, avec le Mali d'ailleurs, novembre 1974, ensuite, à la fin de l'année 86, moi j'étais chargé d'affaires du Burkina à la Maison Blanche à l'époque, et j'ai même fait une mission à Berlin, parce qu'on cherchait à retrouver les vieux documents là, les anciens documents des accords de la fin du XIXe siècle. Et heureusement que les chefs d'État, Thomas Sankara en tête, ils ont été intelligents pour que finalement ça n'aille pas très loin. On est parti devant la Cour internationale de justice. Mais pour l'essentiel, on n'a jamais été confronté à une situation de guerre véritablement, sauf cette fois-ci. Donc je répète, ma position à moi, c'est de dire, la CEDEAO, pour les contacts que j'ai avec les chefs d'État, leur décision d'aller
à l'affrontement militaire, ce n'était pas d'abord pour ça, véritablement, c'était pour faire pression sur les éventuels autres candidats. Ça a été ça l'idée initiale. S'ils sont obligés, ils vont le faire certainement, et probablement militairement, ils gagneront. Mais comment Bazoum va diriger le pays? Moi j'ai beaucoup de rapports avec Bazoum, je lui ai dit, mais même si aujourd'hui on te réinstalle, psychologiquement, comment tu comptes si on ne t'a pas tué avant, comment tu comptes encore diriger le pays? C'est pas raisonnable. À mon avis, il faut trouver une autre formule, mais je trouve que l'engagement de notre pays, je le comprends. L'engagement de notre gouvernement, je le comprends, mais personnellement, j'ai des réserves sur la démarche. D'accord. La même question aussi avec vous, Ismaël Diallo. Cet engagement-là, il l'a dit, ça a été clair, c'est dans la droite ligne des engagements stratégiques du pays qu'un contingent sera amené. La guerre est la pire des options. Vraiment. C'est la pire des options. L'action même de la guerre peut durer 3 jours, 1 semaine, 2 mois, 1 an. Mais après, la réparation dans les esprits prend des générations. Ce n'est vraiment pas l'option, tant qu'on a d'autres options. La CEDEAO commet une très, très grave erreur en parlant d'option militaire. Mais bon, c'est fait, on verra où elle va aller. Mais chaque jour qui passe, cette option paraît ne pas voir le jour parce qu'il y a tellement d'opposition qui se crée, surtout au niveau des parlements, des options. Alors espérons qu'on en soit là. Mais la question est mal posée par la CEDEAO. Il ne faut pas de coup d'État militaire. Les coups d'État constitutionnels, on ferme les yeux. Il faut... Qu'est-ce qui amène les coups d'État militaires? On ne veut pas savoir. C'est les coups d'État qu'on veut. Il y a un adage chez nous qui dit il ne faut pas regarder là où tu es tombé, il faut regarder ce qui t'a fait tomber. Mais on ne veut pas savoir qu'est-ce qui a fait tomber, qu'est-ce qui a conduit au coup d'État. On regarde le coup d'État. Mais tant que nous observerons cette sacro-sainte mesure qui est non-ingérence dans les affaires intérieures des États, donc personne ne s'en occupe. Là, on laisse courir la mauvaise gouvernance, on laisse courir la corruption, on laisse courir tous les travers. Et on s'étonne après qu'il y ait un coup d'État. Et pourquoi est-ce qu'il y a un coup d'État? Parce que l'armée est la seule force capable de mettre fin au régime. S'il y avait une force en face de l'armée, l'armée ne pourrait pas le faire. Parce qu'il faut une force pour stopper la force. Mais il n'y en a pas. Donc l'armée, c'est pourquoi beaucoup disent a pris ses responsabilités. Mais non. D'accord. C'est pourquoi l'armée le fait. D'accord, Sigiri. Oui, la guerre au Niger, j'ai déjà parlé de ça. Je crois surtout que la décision d'envoi de troupes. La guerre au Niger est la pire des solutions. La guerre au Niger est Pardonnez-moi, je voudrais juste un petit mot. Excusez-moi. Oui. Pour prolonger ce que M. Melga a dit, c'est vrai que nous avons pris position et nous allons envoyer un contingent. Est-ce que nous réalisons, je suppose que oui, parce que le contraire m'étonnerait, qu'en envoyant un contingent, n'importe quoi, des militaires au Niger, nous devions co-belligérants. Donc nous nous exposons à des frappes militaires. Est-ce que nous avons pris ça en compte? Si oui, pas de problème. D'accord. Oui, donc comme je disais, la guerre au Niger est la pire des solutions. C'est une guerre géostratégique et géopolitique qui se prépare au Niger. D'une manière ou d'une autre, c'est un peu le conflit entre la France et la Russie qui se déporte d'une manière ou d'une autre au Niger. Mais le problème est que nous avons tous intérêt à ce que cette guerre n'ait pas lieu. Tous les groupes, que ce soit la France, que ce soit le Niger, que ce soit le Burkina Faso, le Mali, il faudrait que nous prions tous pour que cette guerre n'ait pas lieu. Parce que si la CEDEAO décidait réellement d'intervenir au Niger, et tout le monde sait que derrière la CEDEAO se trouve la France, ça sera catastrophique. Moi, je vois des répercussions très graves. Et même la France, je me dis que si elle calcule bien, selon ses intérêts géostratégiques, selon ses intérêts au Burkina Faso, au Mali et au Niger, je pense qu'elle devrait être encore plus sage
pour ne pas pousser la CEDEAO à envoyer des troupes au Niger. Parce que je suis parfaitement d'accord avec les aînés. La guerre, on sait quand elle commence, mais on ne sait pas quand elle va finir. Si on déclenche ce conflit au Niger, moi je l'ai dit, c'est la sous-région qui va s'embraser. C'est le Sahel qui va s'écrouler. On ne sait pas jusqu'où cette guerre va aller. Donc nous avons tous intérêt à ce qu'il n'y ait pas de guerre au Niger. D'accord. Docteur Lopé, mais c'est vrai qu'il y a 2 dimanches, vous disiez, bon, la guerre, vous n'y croyez pas. Mais là, aujourd'hui, on est dans se préparer pour l'envoi de troupes. Comment vous le disiez? Oui, bon, l'option prise par la CEDEAO, c'est de faire une intervention militaire. Et si le dialogue venait à ne pas marcher, bon, moi je disais dès le début que je ne croyais pas à ça parce que quand même ça relève de la folie quelque part. Voilà. Donc je ne vois pas comment pour un coup d'État, voilà, on peut mobiliser des forces armées pour aller et prétendre rétablir une légitimité que je trouve qui n'existe même plus. Voilà. Et moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est le fait, pour aller dans le même sens que l'aîné, c'est le fait que visiblement on voit un peuple qui est mobilisé derrière son armée et on feint d'ignorer ce phénomène-là. Mais c'est quand même significatif. Normalement, le peuple devrait se mobiliser pour rétablir Bazoum. Mais le peuple se mobilise derrière son armée. Et si en démocratie, on suppose que le pouvoir appartient au peuple, mais quand même il faut être à l'écoute aussi du peuple. C'est clair aujourd'hui que le peuple nigérien ne veut pas du régime de Bazoum. Ça au moins c'est clair. Voilà. Et chaque jour qui fait, même hier, il suffit de voir la mobilisation populaire pour comprendre que, c'est-à-dire, le peuple a fait son choix, son option. Et la démocratie, c'est la volonté du peuple. Mais comment on peut laisser ces principes sacrés-là et on veut rétablir, coûte que coûte, une légitimité qui n'existe même plus. Moi, c'est ça qui me pose problème. Maintenant, la présence même de la France, même au Niger, mais la France est en train de se ridiculiser. Et je trouve que la France, c'est un grand État, quand même, qui, pour moi, devrait prendre du recul par rapport à cette situation. Et maintenant, essayer de trouver une autre stratégie, même se retirer pour revenir sur le plan diplomatique. Mais comme le disait Diallo tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas la lucidité de l'intérêt aussi? Oui, mais justement, du recul. Oui, mais à force de vouloir s'entêter de cette façon, mais elle ne fait que se ridiculiser davantage. Parce que là où la France est perdante déjà, c'est que les Nigériens sont chez eux. Oui, allez-y. Vous savez, les rapports internationaux, c'est 2 choses. Les intérêts et les rapports de force. C'est-à-dire, tant que les intérêts coïncident, on coopère, etc. Quand les intérêts ne coïncident plus, il n'y a que les rapports de force qui jouent et qui font la décision. Tout ce qu'un État fait là, c'est pour ses intérêts. Faut pas. Pourquoi voulez-vous que les Français nous aiment? Est-ce que nous on les aime? Exact. Franchement, alors, je vais terminer par ça. Par 2 points. Chaque fois qu'on dit que la France est derrière la CEDEAO, c'est pas exact. Hein. Il y a d'abord vraiment une volonté de la CEDEAO. Vous savez, la CEDEAO, c'est 4 puissances. Le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Il suffit d'aller aux Nations Unies, lui, il le sait très bien. Quand l'ambassadeur du Sénégal, du Ghana ou du Nigeria parle, oui, mais quand le Burkina ou le Mali parle, personne n'est dans la salle. Ah oui, parce que c'est vrai que c'est vraiment les puissances. Or, quand elles sont dans un camp, donc il y a une volonté propre à la CEDEAO qui ne dépend pas de la France. Et puis, vous savez, les Nigérians et les Ghanéens sont complètement rétifs dès qu'il y a la France dedans. Donc, il y a certainement, c'est dans l'intérêt français qu'il y ait cette position de la CEDEAO, mais ce n'est pas toujours les Français qui poussent, c'est beaucoup plus que ça. Autre chose, c'est là où je trouve que, franchement ridicule, c'est la position des Français à propos de l'ambassadeur à Niamey. En droit diplomatique, ça n'a aucun sens. En droit diplomatique, vous avez un ambassadeur qui est là, mais qui traite avec les États, avec les dirigeants qui sont là. Que ce soit de droit ou de fait, c'est la réalité qui est comme ça. La Convention de Vienne ne permet pas d'aller plus loin que ça. Donc, dire que c'est la force qu'ils font, sinon dire qu'on a demandé à votre ambassadeur de bouger et qu'il ne bouge pas, c'est la rigolade. Tout à fait. C'est pas, ça n'a aucun sens en droit diplomatique du tout. Ils le font parce qu'une fois de plus, les rapports de force sont en leur faveur. Ils ont 1500 hommes là-bas, et c'est plus que ça. Les services de renseignement nigériens sont truffés de Français. Donc, même pour que le Niger puisse s'en sortir, quelque part,
J'espère bien que les Français vont comprendre à un moment donné. Et puis, franchement, ils ne devraient pas mener cette guerre-là. D'accord, on a compris. J'ai dit que c'était juste un tour de table pour avoir les avis des uns et des autres sur cette question nigérienne. On va revenir maintenant sur une question domestique burkinabé. C'est ça avec quoi on va terminer. On a vu ce communiqué-là du ministère de la Sécurité qui mettait en garde contre une tentative plutôt de déstabilisation de la transition. Et dans le communiqué, le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité informait que selon des informations concordantes, des individus de nationalité étrangère en collaboration avec des complices nationaux projetaient de déstabiliser la transition et de semer le chaos au Burkina. Et il y avait des mises en garde donc à l'endroit de tout auteur, en tout cas, qui tremperait dans ce projet funeste. Et il est aussi mis en garde toute personne qui hébergerait ces individus animés de tels desseins sans les dénoncer, et celui-là se rendra coupable de complicité et sera traité conformément aux dispositions irrélatives. Très rapidement, je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par vous signer. Oui, on va commencer par vous. On va commencer par vous. C'est ça. Merci beaucoup. Ça sera un tour de table. Voilà. Vous l'accueillez comment? J'ai lu le communiqué et j'avoue que je n'étais pas content. Voilà, je n'étais pas content parce que je trouve que c'était un communiqué mal formulé. Pourquoi? Le ministre est au courant que des gens tentent de déstabiliser la transition, mais c'est à lui de prendre les mesures. Pourquoi il informe l'opinion politique et publique? Pourquoi il prend les gens à témoin? Il a son ministère, il a ses services de sécurité, il a ses services de renseignement, mais s'il a des preuves, il met ses services de sécurité, ses services de renseignement pour arrêter ces gens-là. Quand j'ai lu le communiqué, franchement, j'étais un peu déçu. J'ai dit non, ce n'est pas la bonne manière de communiquer. Ce communiqué vient comme pour s'aimer la confusion, comme pour s'aimer la panique, la peur. Non, c'est pas. Je n'étais pas content de communiquer et je l'ai dit. Moi-même, je soutiens la transition. Je l'affirme encore. Mais quand j'ai lu le communiqué, je n'étais pas content. Voilà, le ministre pouvait peut-être appeler les gens à plus de vigilance, à être plus prudents et à dénoncer peut-être des complices dans les quartiers quand ils vont voir des choses qui ne sont pas normales. Mais le communiqué tel que formulé, c'est comme si le ministre étale ses inquiétudes. Alors qu'en matière de communication publique et politique, il ne faut pas trop étaler ses inquiétudes. Il ne faut pas trop dire aux gens qu'on a peur. Non. Quand vous sentez qu'il y a un danger, ce que vous pouvez faire, un gouvernement doit être pragmatique. C'est pour cela que je m'excuse devant les élus ici. On appelle le gouvernement l'exécutif. Un gouvernement exécute. Un gouvernement ne fait pas de tels communiqués comme pour semer les doutes, comme pour semer la peur. Docteur Lopépin. Oui, je pense que le communiqué n'a pas... Enfin, ceux qui ont élaboré le communiqué n'ont pas pris en compte la dimension psychologique. Voilà, la dimension psychologique des masses. Parce que déjà, et quand on lit le communiqué, déjà... visiblement le message qui apparaît ici, faites attention, nous sommes en danger, il y a quelque chose qui se trame contre nous. Et du coup, et tout de suite ça peut ébranler des gens, ça peut semer la psychose, la panique. On a vu ici l'incident qui s'est produit récemment et à l'avenue à côté ici. Voilà, on a vu la vidéo qui a circulé, mais tout de suite ça sémé la panique, tout. Voilà. Donc moi je pense que le gouvernement devrait plutôt travailler, c'est-à-dire à apaiser la situation. Et comme ils ont des services de renseignement que je trouve, je pense très compétents, mais c'est des questions qu'il faut gérer dans la discrétion. Oui, mais quand on se rappelle aussi, en son temps, le président, au détour d'une interview, avait dit attention. Il y avait des éléments qui étaient en train d'être faits, ficelés, avec beaucoup d'implications, mais vous aurez, après quelques infos, sans donner plus. Et après, on a même eu des procès, on a eu des éléments. Est-ce que ça ne procède pas un peu de la même sorte? C'est-à-dire qu'on ne donne pas tout là maintenant, mais on pourrait peut-être avoir des évolutions après. Bon, oui, c'est possible qu'il y ait des évolutions après. Mais moi, je parle même du communiqué. Voilà, okay. Le contenu du communiqué tel qu'il est formulé. En tout cas, sans que ça ne soit leur objectif, je ne pense pas que ça soit leur objectif, ça au moins c'est clair. Voilà. Mais quelque part, ça a un effet psychologique, voilà, qui n'est pas trop appréciable. Parce que voilà, le gouvernement doit travailler plutôt à rassurer. Voilà, à rassurer, à mettre la population en confiance, à créer l'inquiétude que de sortir de telles déclarations comme ça qui peut faire un peu peur. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord, voilà. On comprend votre réaction. Ce communiqué fait penser à une sorte de frilosité, de nervosité. Et fait penser aussi peut-être que les services chargés de la sécurité, de la surveillance du territoire
ne sont pas du tout sûrs de la qualité de leur travail. Et est-ce que ce n'est pas une manière également de préparer les esprits à des arrestations? Qui sait? Mais comme l'ont dit mes prédécesseurs, un responsable fait montre de sang-froid. Et ça manquait. Mélégué Traoré, pour terminer. Je ne peux pas dire plus que ce que tout le monde a dit ici. Je crois que c'est la démarche qui pose problème. Ce n'est pas le fond, c'est la démarche. Et c'est vrai que, de toute façon, il y aura toujours des opposants au régime. Il ne faut pas se faire d'illusions. Quel que soit le régime qu'on a, il y a des gens qui sont opposés. Moi, j'ai une position qui rejoint celle de mon jeune frère ou fils, qui est de dire le régime tel qu'il est, on ne peut pas ne pas le soutenir. Ce n'est pas raisonnable. Est-ce qu'on va avoir... Tous ceux qui parlent d'un nouveau coup d'État, ça me fait rire, c'est pour mettre le pays à plat. Non, franchement, on a un régime, on ne l'a pas choisi, mais le réalisme brut, chaque fois que le pays a été en difficulté, il faut être mobilisé autour de ceux qui sont en place du gouvernement. C'est pas qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas des sentiments. Mais réellement ici, je trouve que le gouvernement lui-même ne devrait pas s'étonner qu'il y ait des oppositions. C'est la manière, c'est la démarche, je pense, ici, qui a posé problème, le fait d'étaler ça comme ça, alors que dans ce domaine, la discrétion, c'est la principale qualité qu'il faut avoir, parce que ça montre, faut montrer qu'on a de l'assurance en soi. Et ça, dès que vous diffusez une information comme celle-là, évidemment, l'assurance saute, c'est fini. Ça, tout le monde est paniqué pour rien. À mon avis, moi je comprends qu'ils essayent de prendre l'opinion à témoin, mais ce n'est pas l'opinion qui va résoudre ce genre de problème. Ah non, ce genre de problème, ça sera résolu par les services de renseignement, les services de sécurité, etc., et par la volonté politique du chef de l'État et de son gouvernement. C'est sur ça qu'il faut se baser. Il ne faut pas aller plus loin. Si on va plus loin, c'est la gestion de l'opinion et la gestion de l'ambiance. Et ça, ce n'est plus de la politique. D'accord, on l'aura compris. Donc l'avis partagé, il est clair. En tout cas, merci à vous, Mélégué Traoré, d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. Vous êtes diplomate, ancien président de l'Assemblée nationale. J'ai retenu. Et merci aussi à vous, Ismaël Diallo. Vous êtes diplomate. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à Damba Sigiré, écrivain, coordonnateur du RISA, Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique. En tout cas, merci. Et merci aussi beaucoup à vous, Dr Lopé Penyen, sociopolitologue, enseignant-chercheur au CNRST. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir. Mais vous savez que j'ai lu votre livre. Ok, merci beaucoup. En entier. Merci. Ce qui est bien avec le JDS, c'est qu'après, il y a l'after. Ça veut dire que non, mais moi, j'ai besoin de... Parce qu'il y a quelqu'un au Canada qui m'a demandé ça, je lui avais parlé de ça et j'ai besoin de ça. Ça va se faire, parce qu'on est en train de terminer. Non, parce que moi, je lis beaucoup. D'accord. Je passe toute ma vie à lire. On s'échangeait les livres quand j'étais à l'Assemblée. Ah, d'accord. Donc, on va... C'est tout ce que je sais faire, c'est lire. Et donc, après cet élément-là, vous aurez donc le temps d'échanger et de comment vous pourrez donc peut-être avoir le livre ou bien le disponibiliser. Dans tous les cas, nous, on va continuer ce JDS, ce journal dimanche soir. On l'annonçait aussi en titre. Après avoir ouvert les travaux et les états généraux de la filière Anacard à Bobo-Dioulasso, le Premier ministre a entamé une série de visites d'unités industrielles locales. Il était d'abord à Bobo-Dioulasso et alors allé après à Banfoura. On vous fait le point de cette visite et le reportage est signé Sanata Siré. Le Premier ministre Thielem de Tambela dans les locaux d'Anatrans Cajou africain. Il s'y est rendu à l'occasion des états généraux de la filière Anacard du Burkina pour toucher du doigt les conditions de travail au sein de cette unité spécialisée dans la transformation de la noix de cajou. Cette usine de transformation, selon sa directrice générale, vise à fournir des amandes de cajou saines et de qualité, tout en raccourcissant la chaîne d'approvisionnement. Une visite qui a permis au chef du gouvernement de voir les différentes étapes de la transformation de la noix de cajou. Et à l'issue de la visite, Maître Thielem de Tambela dit être satisfait du travail abattu par cette unité industrielle. Et après cette visite, je suis vraiment émerveillé et je suis de plus en plus fier d'être burkinabé parce que je vois ce qu'on peut faire ici. Cela m'a fait comprendre la filière Anacard. Je sais qu'il y a des incompréhensions entre les producteurs, les transformateurs et les commerçants au niveau de la filière. Mais après avoir visité cette usine, et après avoir eu les informations qui m'ont été fournies, je comprends que nous devrions mettre l'accent sur la transformation et la commercialisation. Parce que sans la transformation
et la commercialisation, il n'y a pas de débouché pour les producteurs. L'usine n'arrive pas à employer tout ce qui se produit sur place ici. Donc je pense que Madame Somda devra veiller à étendre son usine dans les prochaines années pour que ce soit une usine de référence. Après la région de l'Ouest, cap a été mis sur la région des Cascades. Première étape de son périple, Béréga-Dougou. Ici, le Premier ministre est allé visiter le champ pilote d'environ 2450 hectares de maïs dédié à l'initiative présidentielle pour la production agricole 2023-2024. D'un coût de plus de 22 milliards de francs CFA, cette initiative a été adoptée en Conseil des ministres en sa séance du 31 mai dernier. Vous savez que l'objectif du président du FASO, comme j'ai eu à le dire, c'est l'autosuffisance alimentaire. Que les gens puissent manger à leur faim. Même s'ils ont à manger et qu'ils n'ont pas de travail, ça va. Ils peuvent avoir le temps de chercher le travail. Voilà. Mais que les gens puissent d'abord avoir à manger. C'est pour ça qu'il y a eu cette initiative présidentielle-là de culture du maïs que nous avons visité ce matin. Je suis très, très satisfait. J'ai même posé des questions à propos, par exemple, du stress hydrique, parce qu'il y a des moments où il ne pleut plus, etc. On m'a dit que c'est des semences sélectionnées et améliorées qui résistent, n'est-ce pas, à la sécheresse. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc je suis confiant, donc j'attends de bonnes récoltes à ce niveau-là. Nos chercheurs, n'est-ce pas, doivent se mettre sur la table pour innover, inventer des semences qui puissent résister, n'est-ce pas, à la sécheresse, qui puissent être conformes à notre climat. C'est ainsi que nous allons nous développer. Toujours dans la cité du paysan noir, le chef du gouvernement est allé visiter 2 unités industrielles. Il s'agit de la SN Sosico, dont le siège social est situé à Banfoura, et la minoterie du Faso. L'objectif étant de toucher du doigt les conditions de travail dans ces unités industrielles. Au terme de sa visite, le Premier ministre a invité les opérateurs économiques de la région des Cascades à s'investir dans l'agro-business. À présent, nous allons emboîter la dernière ligne droite, c'est la partie sport de ce JDS. Et avant de parler financement des clubs de Ligue 1, on va s'intéresser au championnat lui-même qui a débuté le 1er septembre et on va s'intéresser à une rencontre, c'est Asfa Royal FC pour ce début Ligue 1. Pour l'ouverture de la saison, l'Asfa Eninga était face à Royal FC. Le match débute avec un temps d'observation de 15 minutes jusqu'à cette frappe de Taoufik Ouattara de l'Asfa Eninga et captée en 2 temps par le portier du Royal. L'Asfa Eninga pousse et ouvre la marque à la 28e minute grâce à cette frappe qui tape la barre transversale avant de franchir la ligne. Royal réagit à quelques minutes de la pause sur ce coup franc de Ismaël Sawadgo, mais repoussé par Dieudonné Traoré, le portier de l'Asfa Eninga. À la pause, l'Asfa Eninga mène 1-0 au score. En seconde période, le Royal met le pied sur le ballon à son tour et se crée des occasions. Il obtient l'égalisation à force de pousser grâce à Karim Sanou. Après ce but, les 2 équipes se tiennent à la culotte jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. Elles se partagent donc la poire en 2 d'entrée. Des regrets déjà pour Honoré Kinda, l'entraîneur de l'Asfa Eninga. On aurait pu gagner ce match-là et puis commencer à se faire respecter déjà pour la première journée. Alors c'est vraiment avec beaucoup de regrets. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Bon, je pense qu'il fallait juste réagir sur cette balle-là. Ça nous a cloué, bon, on n'a pris un but, c'est un peu ça. Je pense que la première mi-temps, on pouvait au moins rentrer avec un score de 2-0. J'aurais pu gagner ce match-là et puis commencer à se faire respecter déjà pour la première journée. Alors c'est vraiment avec beaucoup de regrets. Je pense qu'on va travailler. C'est les hommes qui vous manquent? Non, pas ça, pas les hommes. On a les hommes pour ça. Du côté de Royal, ce point de nul est bon à prendre, selon le coach Amari Koulibaly. C'était une mauvaise entame et on a encaissé le premier, donc il fallait réagir pour arracher le nul. Et on a égalisé au moment où il fallait et encore mettre la pression. Mais malheureusement, il n'y a pas l'automatisme. Et c'est pourquoi on a gâché pas mal d'occasions. Sinon, on aurait dû finir ce match et on aurait dû prendre les 3 points. Et je suis satisfait du nul quand même. Non, c'est le maintien toujours. On vient petit à petit et c'est le maintien. L'Asfa Eninga et le Royal FC obtiennent donc un point chacun pour débuter le championnat national.
Retour sur ce plateau. Nous sommes en plein dans la partie sport de ce JDS, journal dimanche soir. Et je suis rejoint par Claude Romba, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, Geoffroy Vara. C'est un plaisir de t'avoir, comme chaque dimanche. Plaisir toujours partagé d'être ici. Et puis on va parler de notre championnat national, mais jusqu'à vous aurez des informations à donner. Mais je vais vous présenter aussi le visage que nous avons sur ce plateau-là. Il s'agit de Prosper Kaboré. Il est docteur en sciences économiques et de gestion. Il a choisi l'économie du sport comme élément sur lequel il travaille. Il a sorti un livre qui est très intéressant dont on va parler tout à l'heure. Financement des clubs de football de première division au Burkina Faso. C'est très intéressant et ça permet de poser un débat qui est vieux, avec lequel les approches, en tout cas pour certains, commencent à montrer des limites et qui demandent qu'on puisse se réinventer. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir. Merci de nous faire l'honneur d'être avec nous. Donc, merci, plaisir partagé. D'accord, on va échanger tout à l'heure, mais avant, je sais que Claude a quelques infos pour nous. Oui, tout à fait, on va rester sur le championnat national qui était donc à sa première journée. Donc, une première journée dont on peut dire que de façon générale, c'est une première journée qui pour nous augure d'une saison qui va être une saison véritablement très disputée, très lancée. Je vois en tout cas qu'il y a 11 buts déjà en 7 rencontres. Ça veut dire que on va aller peut-être cette année sur un championnat très prolifique. Et déjà, quand on voit la configuration des matchs qui se sont joués pour cette première journée, je pense que moi, personnellement, j'ai été vraiment gâté de voir non seulement ce match d'ouverture entre l'Aswa Enenga et Royal. On a vu deux équipes qui sont rapidement allées à l'abordage. Chacune des deux équipes a eu sa mi-temps et on a vu beaucoup d'engagement dans cette rencontre. Au final, ponctué par 2 buts et puis un super but de Taufik Ouattara. En tout cas, on était vraiment très content de voir ce match-là et également aussi ce match entre l'Union sportive des forces armées et le RCB. 2 buts partout à l'issue de cette rencontre-là. C'est vrai qu'il y a eu la pluie. Même le temps pourri n'a pas empêché de voir un très beau football entre ces deux équipes. C'était déjà le premier choc de la première journée et on a vu évidemment que le choc a tenu toutes ses promesses. Il y avait déjà de la tension en l'air par rapport déjà à cette première journée. Ça montre également que cette année, ce championnat-là va être très disputé. Et puis, quand on a suivi ce match tout à l'heure entre l'Étoile filante de Ouagadougou et l'équipe qui vient de monter, c'est-à-dire l'équipe du Sporting Club des Cascades, l'Étoile à l'usure s'impose 1-0, un but marqué pratiquement dans les dernières minutes du jeu. Ça montre évidemment que chacun va vendre chèrement sa peau et nous sommes très contents. Je vous donne rapidement les résultats de cette première journée. L'Aswa a été tenu en échec sur ses installations par Royal FC, 1 but partout. Majestic également sur ses installations a partagé la poire en deux avec Salitas au thème aussi des matchs très intéressants. Le RCK et Vitesse se neutralisent avec un nul blanc. La SFB sur ses installations a chuté face à l'AS Sonabel 1-0. Et puis on a dit un USFA RCB 2-2. Le Fou qui a pris le meilleur sur Sporting Football Club des Cascades 1-0. Raïmo sur ses propres installations a été surpris par l'ASEC de Koudougou battu 1-0. Demain on aura donc la dernière rencontre de cette première journée qui va opposer les Gabelous, c'est-à-dire le champion en titre, l'AS Douane, qui sera face donc à un promu, COSAF, un nouveau promu qui connaît très bien donc cette première division. On va parler également aussi du bodybuilding où le Burkina Faso s'exporte très bien, il faut le dire. On a reçu il n'y a pas si longtemps donc Petit Piment avec toutes ces médailles qu'il a pu rapporter. Eh bien, il y a un autre Burkinabé encore qui se distingue. Il s'agit donc de Dossé Komiga qui a été vice-champion du côté de Lomé à la compétition Waba, la première édition dans la catégorie men's physique. On peut dire que c'est un sport qui plaît beaucoup aux Burkinabés actuellement aussi. Et puis parlons aussi d'athlétisme avec la Diamond League. C'est vrai que notre champion du monde en triple saut, c'est-à-dire Hugues Fabrice Zango, s'est classé deuxième donc à cette Diamond League du côté donc de la Chine avec un saut mesuré à 17,22 m. Donc lors de son dernier essai, il est devancé donc par l'Italien Hernandez Diaz qui a fait un saut à 17,43 m. Mais il faut dire que
Le Burkinabé reste toujours en tête de cette Diamond League avec 29 points. Les finales de cette Diamond League sont prévues pour les 16 et 17 septembre prochains du côté donc des États-Unis à Eugène, plus précisément. Et puis Matt Kuala également aussi qui fait son entrée dans cette Diamond League qui s'est comportée très bien puisqu'elle elle est arrivée deuxième avec un saut mesuré à 6,79 m. Elle est classée 10e de cette Diamond League. C'est dire que on peut dire que pour le moment le sport burkinabé se porte très bien. En tout cas, je porte bien surtout avec nos athlètes et on les soutient. Très bien. C'est vrai qu'on n'a pas forcément la mobilisation des étalons football. Ce qui est dommage d'ailleurs. Ce qui est dommage. Mais j'espère que Fabrice Zango, parce qu'il rentre après, donc je pense aux alentours du 17, la finale c'est le 17, donc peut-être 18-19 par là, qui sera à Ouagadougou pour ses vacances. Je pense qu'on va lui réserver un accueil chaleureux parce qu'on lui doit ça, parce que c'est quand même champion du monde. Voilà, parce que c'est pas rien, c'est quand même important, champion du monde de tripsaut. Moi j'estime même que la médaille de bronze qu'il nous rapporte des Jeux Olympiques n'a pas été suffisamment bien. Je pense qu'on ne lui a pas valorisé totalement. Donc, je pense que pour cette coupe, cette championne, pour cette médaille, donc pour la Coupe du Monde, je pense que on lui doit ça parce que c'est pas que le football qui nous rapporte des lauriers, il y a également aussi l'athlétisme. Mais il y a quand même eu, quoi qu'on dise aussi, un vent de comment dire cela, de félicitations sur les réseaux sociaux. Tous les Burkinabés très fiers de mettre sa photo en profil. Ça montre déjà qu'on a ce dynamisme-là. Ça montre que, bon, ceux qui nous apportent les bonnes nouvelles du pays, on en est toujours fiers. En cette période-là, je pense que c'est très important. Donc, raviver la flamme burkinabé et montrer que la résilience aussi passe par là, parce qu'on l'a vu, évidemment, quand il a pris le drapeau, et tout ça, c'est la fierté donc, des Burkinabés, et je pense qu'on doit le lui rendre très bien. Évidemment, et avec Matt Kuala aussi. Évidemment, qui est arrivé deuxième. On a dit qu'on aborderait la question du financement des clubs de football de première division au Burkina Faso. Et ça a été l'objet d'un livre qui a été écrit par Prosper Kaboré, qui est notre invité aujourd'hui. Maintenant, docteur, c'est vrai que vous êtes spécialisé dans l'économie du sport. Oui. Vous dites, quand on dit financement des clubs de football de première division au Burkina, quelqu'un qui décide d'écrire là-dessus, c'est bien. Mais quand on regarde comment est-ce que les simples rapports de fin de saison pose polémique, parce qu'on parle d'opacité, on n'a pas tout expliqué, pourquoi on ne comprend rien. On se demande, mais bon, la question de la collecte des données, ça ne va pas être facile. Certainement. Vous, c'est du courage, hein. Oui, Quel est décidé d'aborder le sujet, parce que c'est le nœud gordien, c'est la question qui fâche. Certainement. D'accord. On y va donc, Claude. Oui, évidemment, il faut dire qu'il s'est intéressé à la question sur la période 2015 à 2022. Oui. Voilà, donc il a pu récolter. Je sais que ça n'a pas été. Est-ce que ça a été simple d'abord pour récolter, parce que c'est quand même, on parle d'argent là. Il faut dire que ça n'a pas été simple parce que la question d'argent est toujours, en tout cas, tabou. Donc, l'avantage que j'ai eu, comme je suis dans le milieu, étant arbitre, j'ai fréquenté, j'ai côtoyé les gens. En tout cas, c'était un atout pour moi d'avoir accès à certains rapports pour pouvoir en tout cas, élaborer ce document. Il faut rappeler, il a dit, il est ancien arbitre, mais il est également aussi cadre au ministère des Sports. Au ministère ce ministère a changé de nom, que je ne sais même plus comment on l'appelle. Le ministère des Sports, de la jeunesse et de l'emploi. Voilà, ok. Donc, où évidemment, on sait que, bon, peut-être que dans un autre cadre, on pourra en reparler, parce que, bon, quand c'est comme ça, je ne sais pas si ça peut être efficace, mais bon, dans tous les cas, vous avez réussi donc à pouvoir vous intéresser à la question, mais également aussi, vous avez touché du doigt un certain nombre de problèmes qui font qu'aujourd'hui, Geoffroy l'a dit, ça se pose avec acuité. Il faut y aller vers la transformation, d'autant plus que la loi 050 est en train d'être relue pour permettre évidemment de passer à une économie, à un football d'économie, une industrialisation du football. Est-ce que ça peut être possible? Oui, ça peut être possible, mais avant tout propos, je tiens à remercier TUTV pour ce plateau qui nous offre afin de nous exprimer sur la question même de l'économie du sport au Burkina Faso, qui est à l'état embryonnaire, qui n'est pas tellement en tout cas développé, et de façon plus spécifique à la question de la problématique du financement du football. Comme vous l'avez si bien dit, c'est aujourd'hui en tout cas une préoccupation
en tout cas au niveau autant au niveau des associations qu'au niveau des autorités gouvernementales. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons en tout cas jugé bon de réfléchir là-dessus. Avant, je disais aussi merci à l'autorité parce que j'ai eu l'accompagnement aussi, en tout cas dans le cadre de ce travail. Aussi mes professeurs à l'université, en tout cas, au départ c'était difficile parce que la problématique n'était pas assez abordée. Quelqu'un s'est intéressé à cette voilà, je pense que je suis la première personne assez intéressée à la question au Burkina. Donc, en tout cas, ça n'a pas été facile. Donc, même à la page 9, vous dites la collecte des données s'est effectuée à travers une enquête par questionnaire dans Ligue. Mais avant, vous dites les données utilisées sont essentiellement primaires et couvrent la période 2015 à 2022. Oui. Primaire, pourquoi? Primaire, c'est dans le jargon des chercheurs, c'est les données collectées sur le terrain. Okay. Quand on parle des données secondaires, ça c'est une base de données où on parle puiser et puis exploiter. Oui, parce que vous le dites vous-même, c'est une enquête questionnaire. Oui. Donc, derrière, je veux dire, c'est pour ça qu'il y avait la première question que je posais. Quand on va même aux points qui sont faits après, c'est des points qui posent problème parce qu'on pose le problème de l'opacité. Oui. Maintenant, quant au questionnaire, vous devez le collecter. Oui. Est-ce que vous êtes sûr que ce qu'on vous donne, c'est... Bon, il faut dire que les données qu'on a pu collecter en matière de recherche, il ne faut pas s'attendre à avoir les attitudes des informations. Mais ce que nous avons pu collecter auprès des acteurs du football, ça nous permet de montrer, d'exposer le problème, en tout cas, voilà ce que nous avons pu collecter auprès des acteurs, voilà ce que ça peut donner comme, du point de vue économique, ce que ça peut donner. Donc, en tout cas, c'est sur la base de ça que nous avons, en tout cas, élaboré le travail. Okay. Et il faut dire que ça n'a pas été facile. Ce travail a été à la suite de nos travaux de thèse qui s'est porté sur l'impact des dépenses publiques sportives sur la croissance économique au Burkina Faso. Bon, pourquoi depuis longtemps l'État finance. Je me suis posé la question, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de voir les financements là, quelle est leur plus-value à la croissance, à l'économie. Donc c'était notre première recherche où nous avons soutenu en août 2022. À la suite de ce travail, comme nous sommes en tant que chercheurs, nous avons pour mission de faire des recherches fondamentales ou appliquées. Donc c'est pourquoi je me suis lancé dans cette recherche qui a abouti à l'élaboration de ce document qui a été édité en février 2023 par les éditions universitaires européennes. Ce que je tiens dans la main. Voilà, ce que vous tenez dans la main. D'accord. Donc, en tout cas, le travail a été élaboré en s'appuyant sur l'existant. On n'invente pas la roue, on s'appuie sur l'expérience d'ailleurs, ce qui existe. Et il y a eu plusieurs modèles, plusieurs approches que nous avons explorées et on est arrivé à cette approche. Petite halte, si vous permettez, parce que j'oubliais depuis le début de dire qu'on est à la fois à la radio et à la télé. Donc quand je dis ce que je tiens dans les mains, c'est vrai que c'est plus aisé pour ceux qui sont à la télé, mais c'est bien écrit, c'est financement des clubs de football de première division au Burkina Faso. C'est le thème, en tout cas, du travail de recherche qui a été mené. Avec une affiche où on voit donc deux joueurs qui sont... mais voilà, deux Européens. Bon, mais ça, c'est un détail sur lequel peut-être on va revenir. Et dans le fond, moi c'est très important. Allez-y. Non, dans le fond, il a fait un travail et il disait où il a peut-être estimé un peu le budget des clubs par saison qui s'élève, vous avez dit, à plus de 116 millions de francs CFA. C'est quand même énorme. 116 millions pour les clubs, alors qu'aujourd'hui on sait que ça végète. Vous avez essayé donc de montrer, on voit que la subvention de l'État monte à 64 millions de francs CFA. C'est de la moitié. Ben voilà, donc ça veut dire que l'État est le plus gros pourvoyeur, mais quand on s'intéresse aux autres questions, on se rend compte que la billetterie par exemple, on nous parle de 792 000 francs CFA. Sur une saison pour un club. Ça veut dire que c'est ce que le club peut engranger. Bon, vraiment, c'est... voilà. Bon, il faut dire qu'en la matière... Est-ce que le club arrive à couvrir ça, c'est ça? Bon, pas tous les clubs, mais quelle a été l'approche? L'approche a été... on a fait une approche de panel. Ça veut dire qu'on a pris 2015 à 2022, ça fait 7 ans.
et on superpose les clubs, le budget de chaque club. Donc quand on fait la modélisation, on aboutit à des résultats compartis. Donc c'est agrégé. Donc c'est ce qui laisse voir que, en tout cas, l'ensemble, quand on prend un club, toutes les rubriques de financement cumulées qui donnent ça. Qui donnent les 116 voilà, millions. Voilà. Donc dans l'année. C'est dans l'année. Wow. Imaginez-vous certains clubs qui arrivent à... Puisqu'il y a dans les modèles que nous avons utilisés, il y a les variables comme transfert des joueurs. Tout à fait. Mais c'est faible, hein, 2 millions, voilà. 2 millions 800. Oui, ça dépend de l'information qu'on vous donne. 2 millions 800 pour... 2 millions... Je vous assure qu'il y a des clubs où nous sommes allés pour collecter des informations. On constate que sur le terrain, il y a en tout cas, ils font des transferts de joueurs, mais on ne peut pas avoir l'information financière. C'est ce que nous donne, qu'on essaie d'exploiter. Nous, ça va servir, ça va permettre de nous comprendre. Alors que dans le livre, vous dites que c'est quand même une ressource qu'il faut explorer au niveau donc des transferts des joueurs. Oui, bon, puisque l'estimation, nos résultats nous montrent que cette variable-là, qui est notre variable d'intérêt pour une des études, en tout cas, permet de financer les clubs. Donc, c'est pourquoi nous avons, à la fin, suggéré que les clubs-là peuvent s'appuyer sur, par exemple, le marché des transferts des joueurs pour financer. La preuve, tout à fait. Prenons l'exemple de Majestic, avec le transfert de Dango. Dango. Prenons le Salitas, avec les transferts qu'ils font chaque année. Je pense que en tout cas, c'est une des principales sources de financement pour ces clubs. Et pour preuve, en tout cas, ces clubs connaissent très peu de crises, contrairement à d'autres clubs qui, ça vivote. Après une journée, une victoire, ça commence à réfléchir les dirigeants, comment on va payer les primes de match, comment on va payer les salaires. Donc, alors que ces clubs, si vous constatez, vous convenez avec moi que ceux qui s'adonnent en tout cas à cette pratique, qui en ont fait comme une activité principale, en tout cas ont moins de problèmes. Oui, on a vu également ce que vous avez parlé de... Sur cette partie, par exemple, on passe à la page 30 par exemple, vous dites que sur la période de l'étude, le montant de recettes s'évalue entre 33 millions et 300 millions, c'est ça, de francs CFA. Vous expliquez que la recherche, il n'y avait aucune recherche qui avait été entreprise à ce jour pour apprécier la contribution de ces recettes-là, des transferts des joueurs, alors que l'objectif de votre recherche est de mettre en évidence les recettes de transfert des joueurs de football dans leur processus de domination, notamment. Et quand vous regardez, c'est majeur. Oui. C'est vraiment majeur. C'est majeur. Ça doit pouvoir donner beaucoup quand même. Ça doit pouvoir donner. En tout cas, si... tout de suite, les dernières données que nous avons eues auprès de la Fédération de football, c'est que de la saison 2010 à 2011, jusqu'à la saison 2022-23, le Burkina a eu plus de 220 talents sportifs qui ont connu une carrière professionnelle hors du pays. Et en passant, nous sommes en train de mener une étude dans ce sens, qui est presque à terme, pour mesurer l'impact, les effets socio-économiques de la migration des talents sportifs sur le bien-être monétaire des ménages. Il est presque à terme. Donc c'est pour voir qu'avoir un fils qui évolue à l'international, ça aussi contribue au développement du pays. Si les ménages, quand vous prenez les ménages, chacun, en tout cas, le fait qu'on ait un fils, ça change le rythme de vie. Le rythme de vie, la scolarité, la santé et bien d'autres. Donc, ça contribue, au moins, ça améliore le revenu des ménages au niveau local. Donc, et en même temps, ça contribue un tant soit peu au développement. Vous avez dit quelque chose dans votre livre, quand on regarde encore, vous avez parlé donc de ce qui peut rapporter, mais il y a une partie qui m'a fait un peu rire, la cotisation des membres. Ailleurs, c'est ce qui est quelque chose. Je vois ici que ce n'est que 2 millions. Oui. Je me dis, mais finalement, c'est quoi? Ces clubs ne savent pas qu'on peut gagner de l'argent c'est des sources de financement ou c'est... Quand vous regardez dans chacune des études que nous avons faites, on a d'abord, la première étude, nous avons fixé une variable d'intérêt. D'accord. La variable d'intérêt, c'est le transfert des joueurs. Le transfert des joueurs qui est notre variable d'intérêt. Et nous avons associé, comme ce n'est pas la seule rubrique qui finance le budget des clubs, on a associé des variables de contrôle que nous disons techniquement pour au moins expliquer le processus de financement des clubs. Et quand nous sommes arrivés au résultat que la variable d'intérêt, en tout cas, explique
en tout cas fondamentalement le budget des clubs, mais à côté de cette variable d'intérêt, il y a des variables qui pourraient expliquer en tout cas le financement des clubs. Donc parmi ces variables, la cotisation des membres là s'est révélée non significative. Tout à fait. Parce que c'est quoi, le club n'explore pas ce volet. Les clubs n'explorent pas ce volet. Alors que, vous voyez que c'est avoir des supporters qui sont à jour de leur cotisation annuelle, les frais d'adhésion. Et même au-delà de ça, ces clubs-là peuvent apporter en tout cas qui suivent même les matchs. Ouais, suivent les matchs. Parce que vous avez parlé des recettes. Voilà. Donc, quand les on prend, recettes aussi, mais... Voilà, là, les recettes de billetterie, les cotisations, en tout cas, se sont révélés non significatifs dans le processus de financement des clubs au Burkina Faso. Alors qu'ailleurs, tout à fait, c'est des canaux de financement. Vous n'allez pas dire, quand on va en Europe, on voit le match PSG qui joue, rien que le stade se remplit tous les jours. Mais si nous gagnons ça, nos clubs là gagnent ça un jour, mais les petits problèmes que nous connaissons, en tout cas, seront du passé. Et voilà. Quand on regarde dans les avant-propos, dans la partie avant-propos, vous revenez un peu déjà même sur les exemples. Vous parlez de l'Espagne, vous prenez aussi le cas africain avec l'Afrique du Nord, où quand vous regardez les chiffres sont quand même dans le top 10. C'est des gars c'est des clubs qui, quand même, quand on regarde les chiffres qui sont donnés, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un modèle africain qui peut marcher. Mais en Afrique subsaharienne, est-ce que c'est une question de modèle ou bien c'est une question de mentalité? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des équipes qui ont des supporters, qui ont une forte adhésion pour l'équipe, mais qui n'ont pas la culture de la cotisation. C'est-à-dire que dire qu'il est supporter de l'EFO, les supporters de l'ASPA, les supporters d'État, c'est payer un maillot et puis venir s'asseoir au stade quand il a le temps. Mais dire qu'il ne participe pas concrètement à la vie du club avec des financements. Mais qu'est-ce qui pose problème? C'est les présidents de clubs qui ne sont pas dans la dynamique avec cette option-là à la mettre en valeur, ou bien c'est une sensibilisation. Quand vous discutez avec eux, lorsque vous prenez les données, qu'est-ce qui revenait? Ok, merci. Ce problème, il est un peu, en tout cas, large, parce que dans un premier temps, il y a l'environnement socio-économique qui est un paramètre à prendre au sérieux. Parce que quand on compare l'Europe et puis le Burkina, il y a, en tout cas même au-delà même dans le continent africain, on n'a pas le même environnement socio-économique. Donc ça aussi, ça joue sur la contribution des ménages, des supporters à la vie du club. Aussi au niveau des associations sportives, c'est bien vrai que pour le moment nous sommes dans un régime amateur. Mais il n'empêche pas au club d'explorer des modèles de financement assez solides et efficaces. Et au Burkina, on n'est pas encore à ce stade. Si vous regardez dans le livre, les résultats ont révélé que la subvention même est une des principales sources de financement des clubs. Alors que ce soit la loi 050, le décret 511 qui sont des textes qui a un cours de relecture, dit que l'État apporte un appui ou l'État apporte un soutien à la vie des clubs. Donc l'État ne vient pas pour financer les clubs. Et quand vous regardez, durant les saisons, le jour que l'État en tout cas traîne dans le déblocage des fonds, les clubs, il y a problème dans les clubs. Donc ça veut dire que les clubs n'ont pas un modèle solide, efficace de financement. Donc, alors qu'ils ont au moins, même si ce n'est pas religieux comme ailleurs, ils ont aussi des pistes qu'ils peuvent exploiter afin de financer. Imaginez-vous, si chaque club, vous l'avez si bien dit, quand vous regardez les clubs européens, quand on dit Barça joue, vous voyez les couleurs du Barça. Quand vous voyez les supporters là sont dans les couleurs de l'équipe. Mais c'est nous, quand vous arrivez au stade, il n'y a pas une organisation qui permet aux supporters de payer les gardiens du club qui pourraient contribuer au financement des clubs. Ça, c'est une activité parmi tant d'autres. Donc, en tout cas, ici, les gens se battent pour être au devant des associations sportives. Mais, en tout cas, ils n'ont pas encore... certains qui n'ont pas compris. Voilà, ils n'ont pas encore compris l'enjeu économique. Ceux qui ont compris ont moins de problèmes. En tout cas, il faut choisir pour en tout cas, un modèle, une approche pour pouvoir financer son club. Prenez les clubs. Notre problème aussi sérieux, c'est qu'on a des clubs, comme les gens disent couramment, les clubs historiques, où il est difficile d'asseoir un modèle parce que le club appartient à
en tout cas, à tout le monde. Donc, il n'y a pas un leader pour dire voilà ce que quand vous, à côté de ça, regardez les clubs qui sont presque individuels. Je peux citer Raimo, Salitas, Majetic et bien d'autres qui, en tout cas, qui ont tendance à aller en tout cas, à disposer d'un modèle efficace de financement. Ces clubs, ils mettent l'accent sur la formation qui permet de vendre les joueurs et puis renflouer les caisses. Mais ailleurs, ce n'est pas le cas. Autrefois, il y a des clubs qui, en tout cas, arrivaient à vider les autres. Mais aujourd'hui, ces clubs sont devenus, se cherchent même, n'en parlons pas, vider les autres clubs talentueux. Mais vous avez dit quelque chose dans votre livre qui est assez intéressant, en pointant du doigt les récompenses. Oui. Parce que vous avez dit que les récompenses agissent positivement sur le fait donc d'amener les équipes aussi à aller chercher de l'argent. Donc qu'est-ce que vous voulez dire? Par exemple, on sait que le championnat burkinabé, quand on est champion, ça fait 17,5 millions. Oui. Par exemple. Oui, c'est-à-dire que pour vous, c'est très bas. C'est ça? Oui, c'est très bas. Mais quand on regarde les données qu'on nous a fournies, cette variable-là devient en tout cas plus importante. Puisqu'elle influence, parce que c'est là aussi le biais que les gens n'aient pas donné toutes les informations, en tout cas relatives à leur financement. Tout à fait. Donc si on donne, nous, puisque les informations, c'est facile à les trouver. Et les récompenses, là, quand vous partez à la fédération, même dans les règlements, ça y est, donc c'est facile à trouver. Ça, c'est des informations assez fiables. Mais les autres, en tout cas, il y a une réticence d'informations qui ne permet pas de mieux, en tout cas, quantifier le modèle le financement des clubs. Donc dans notre approche, les récompenses se sont révélées, en tout cas, significatives, et ça influence. Bon, ce n'est pas aussi... mais tout le monde ne gagne pas les récompenses. Tout le monde ne gagne pas cette... Prenez l'exemple des clubs comme les Faux, l'ASFA, qui, en tout cas, régulièrement, qui gagnaient les titres. Donc, cette manne financière permet de financer, en tout cas, les clubs. Allez-y voir les clubs qui arrivent à participer en campagne africaine. On n'a jamais eu la chance d'aller plus loin. Salitas a eu l'occasion de faire un parcours, pas trop, même dans les phases de poule. Il y a des retombées économiques. Donc, ils n'ont pas donné les montants. Même s'ils n'ont pas donné, il y a des retombées économiques qui permettent de financer le budget du club. Bon, tout à l'heure, vous preniez quelques exemples. Vous parliez de Raimo, vous avez cité quelques autres exemples. Est-ce que ce n'est pas un peu la vision aussi qui pose problème ou qui fait la différence? On a certains qui se comportent comme de vrais entrepreneurs dans le domaine sportif. Oui. Et il y en a aussi, en termes de clubs, qui sont comme des vraies associations. Oui. Ça, c'est difficile aussi. Oui. C'est difficile, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes actuellement dans un régime amateur. La loi nous donne l'occasion aux clubs, aux associations de glisser vers des sociétés sportives. Chose que je pense que les tests d'application sont en cours, en tout cas d'adoption, qui pourront au moins se donner, en tout cas l'ouverture, en tout cas la place à ceux qui souhaitent d'aller en société. Quand l'intérêt d'aller en société, c'est quoi? Ça va attirer les actionnaires. Aujourd'hui, un bailleur ne peut pas prendre son argent, aller donner dans un club où c'est association, c'est pour nous tous. Donc il faut que c'est l'avantage aussi d'aller dans le professionnalisme. Aujourd'hui, quand vous parlez de professionnalisme au Burkina Faso, les gens voient les contraintes financières. On ne voit pas parce que ce qu'on peut gagner derrière cette... il faut qu'on change de lunettes. Voilà. Donc il faut qu'on change comment on va regarder pour pouvoir en tout cas engranger plus. Voilà. Et Claude, c'est intéressant ce qu'on a comme vous voyez montant moyen mobilisé en fonction des variables. Dans la question budget, il y a ce que vous dites tout à l'heure, c'est d'abord la subvention avec 64 millions. Ce qui vient après, c'est recette sponsoring. Oui. Ça veut dire qu'au fond, ils sont tous sous perfusion. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne comptent pas sur les bénéfices qu'ils peuvent engranger ou bien l'argent qu'ils peuvent faire par eux-mêmes. C'est des antennes de captation de sous. C'est ça. Et quand vous regardez, en dehors de la subvention, les sponsoring, les clubs là, en tout cas, la plupart des clubs ne mènent pas d'activité, en tout cas, générative de revenus. Alors qu'ils ont les atouts. C'est-à-dire en subvention et en recherche sponsoring, vous êtes à plus de 83 millions sur un budget de 116 millions. De 116 millions. Quand on fait le cumul
de toutes les rubriques de financement. On prend un club, en tout cas, la moyenne là est autour de 116 millions. Et ça, ailleurs, ce n'est rien pour un club qui veut, en tout cas, jouer, qui a des ambitions. Qui a des ambitions. Donc 116 millions, c'est insignifiant. Si vous prenez, j'ai eu en tout cas l'occasion de fouiller dans le budget des clubs, par exemple en Côte d'Ivoire, 116 millions n'est pas même pas un club de deuxième division de fonctionner. Donc, ça veut dire que nous, on a encore du chemin à faire. Mais est-ce que, docteur, mais en même temps aussi, quand on parle du sponsoring, on a vu la guéguerre entre les clubs et la fédération par rapport à la question du sponsoring. Voilà, parce qu'à un moment donné, avec la fédération qui a un gros sponsor et qui oblige les clubs à rouler avec le sponsor, et que bon, les clubs ne peuvent plus mettre Donc ça aussi, est-ce que c'est pas un frein à la recherche des sponsors, par exemple? Oui, je pense que au départ, ça peut être un frein, mais je pense que tout de suite, il faut que les deux acteurs-là, sans la fédération, sans les clubs, en tout cas, non, ça ne date pas de maintenant, il faut le dire que c'est pas cette année, hein, c'est depuis longtemps. Oui, c'est depuis longtemps. Pourquoi on ne dise pas que c'est la fédération. Voilà. Oui, bon, en tout cas, de façon générale, il faut que les deux acteurs-là puissent se parler et puis voir comment on peut financer, en tout cas, on peut se financer. Donc, la fédération, peut-être en disant qu'elle a pris des engagements vis-à-vis de ses sponsors, et qui, en tout cas, qui promet l'exclusivité des événements sportifs. Et le club aussi, c'est un club aussi, de par leur dynamisme, ont pu capter, en tout cas, gagner des sponsors. Donc, ils ont aussi promis des engagements vis-à-vis de ses partenaires. Donc, à un moment donné, il faut que les deux s'asseyent, ils parlent, voilà comment, en tout cas, chacun sache ce qu'il doit. Pour moi, une fédération peut opter, en tout cas, avoir ses sponsors, ses propres sponsors, mais elle peut aussi permettre aux équipes d'avoir les sponsors, parce que le financement que la fédération gagne ne permet pas. Chaque club a des contraintes, des charges. Donc, que la fédération n'en a pas. Tout à fait. Et on peut pas, la fédération va donner des montants dérisoires, pas dérisoires, ça peut être, mais des montants égaux. Tout à fait. Alors que les clubs n'ont pas les mêmes besoins. N'ont pas de besoins, tout à fait. Donc, et encore, si on se rend sur le marché des entreprises, chacun, de par son dynamisme, peut capter en tout cas un certain nombre de sponsors, alors que d'autres ne font même pas d'efforts. Donc, je pense qu'il faut que trouver un train d'entente pour permettre en tout cas à chaque acteur de bien fonctionner, parce que aujourd'hui, quand on parle de performance, il faut parler de finances. On ne peut pas aller plus loin sans que les finances ne sont pas ouvertes. Voilà. Donc, ce que vous dites est tellement d'actualité que, quand on prend l'exemple tout à l'heure de l'Étoile filante de Ouagadougou, qui est sorti en campagne africaine, où on a vu le coup près tomber comme ça du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, qui dit bon, nous on peut que pour les équipes qui sortent en campagne africaine cette année, parce qu'on n'a pas d'argent, nous on va prendre que les billets d'avion. Du coup, on a vu la panique, surtout du côté de l'Étoile filante de Ouagadougou. On nous a donné, on n'a pas d'argent. La fédération est obligée de donner encore 2 millions. On n'a pas d'argent parce que on a vu tout le monde courir de gauche à droite. Donc effectivement, pour dire que ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, si l'Étoile filante de Ouagadougou avait une santé financière, n'avait pas forcément besoin. Ça veut dire que ça venait comme une aide. Et maintenant, si elle n'existe pas, on peut aussi chose. Voilà. C'est pour dire que, subitement, je pense que... Mais c'est aussi brutal, cette information. On a tous suivi l'information sur les réseaux sociaux, mais à moins d'une semaine, il semble que l'Étoile a mobilisé, en tout cas, beaucoup d'argent. Tout à fait. Qui les a permis de faire face aux deux sorties. Tout à fait. Même si l'État... Ça veut dire que c'était possible. Ça veut dire que c'est possible. C'est possible. Si en une semaine, à moins d'une semaine... L'Étoile a pu regrouper ça. Donc ça veut dire que l'environnement économique est favorable. Et maintenant, il faut que les acteurs là... C'est la volonté qui manque. La volonté qui manque. Est-ce que c'est pas le fait aussi, pour certains disent que non, c'est parce qu'on sait que l'argent va venir de l'État, donc on ne fait plus d'efforts. Parce que alors que cette fois-ci, l'État vient dire, écoutez, la situation de guerre, nous on n'a pas les moyens, vous allez vous débrouiller. Et tout de suite, on a vu la résilience de ces clubs-là. Oui, mais il faut pas oublier que l'État vient, comme je l'ai dit tantôt, en appui. Donc, en principe, pour un club qui veut faire une bonne représentation, on ne doit pas s'attendre au financement de l'État.
Donc, ce financement ne saurait, oui, ce financement où cet appui ne saurait couvrir tout à fait. Donc, le club, dès que le club est qualifié, le club est informé que je dois participer à la campagne africaine, ce club-là devait commencer dès le premier jour de sa qualification à chercher ses financements. Comme vous l'avez dit, ce que l'État va apporter, c'est une plus-value. Voilà. D'accord, on comprend. En tout cas, Dr Prosper Kaboré, un travail qui est assez édifiant et qui dénote en tout cas les niches et qui restent, parce qu'il donne une bonne cartographie de ces éléments-là. Mais ça sera la dernière question. Ok. Il faut dire que ce livre, on peut le trouver au niveau des éditions européennes, universitaires européennes. J'avais en tout cas fait envoyer un stock, mais qui est épuisé. Donc aujourd'hui, il est en ligne. D'accord. Voilà, il est en ligne à partir de, je pense, c'est à partir de 43 euros. Voilà, donc il est accessible en ligne. Ok, merci bien. En tout cas, merci à vous, docteur Prosper Kaboré. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences économiques et de gestion, spécialité économie du sport, financement des clubs de football de première division au Burkina Faso. En tout cas, merci d'avoir été des nôtres. Merci aussi à vous, Claude Lomba. C'est donc ces discussions-là et ces échanges qui mettent le point final à ce JDS, ce journal du dimanche soir que j'ai pris plaisir à présenter. On se retrouvera dimanche prochain et en espérant que d'ici là, tout se passe bien.